Virginie, c'est tout bon? C'est tout bon. Bonjour à tous. Ben, On va pouvoir commencer. On voit que vous êtes tous en train d'arriver dans notre petite salle de l'instant recherche. Donc, vous êtes déjà une cinquantaine. On va laisser quelques secondes pour laisser rentrer tout le monde, car vous êtes de nombreux inscrits aujourd'hui. On va commencer dans quelques secondes. Ah, on voit déjà beaucoup de bonjours assez agréables à voir s'afficher sur l'écran ici à Paris. Virginie, juste pour information, ça résonne. D'accord. Alors attendez. Si ça résonne, je vais le mettre. On va essayer comme ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux. C'est très bien, Virginie. Très bien. Ben écoutez, on est déjà à 70 personnes, donc on va commencer doucement le début de cet instant recherche. Euh, Mesdames et messieurs, il y a amis du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, vous allez être nombreux aujourd'hui à nous rejoindre. Chers collègues, bienvenue à tous. Ça continue à arriver, donc on est vraiment très heureux de vous recevoir ici. Merci d'être présents pour cette 15e édition déjà de l'Instant Recherche de la Fondation Croix-Rouge française qui va être consacrée aujourd'hui à la désinformation. Alors, une édition spéciale aujourd'hui aussi que nous avons l'honneur d'organiser avec la Croix-Rouge française et qui officialise le lancement de l'édition francophone du rapport emblématique de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur les catastrophes dans le monde. Alors, on vous voit arriver au fur et à mesure, mais vous venez de nombreux pays, hein, notamment là, on voit les collègues qui sont connectés en Europe, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, à Andorre. Bonjour à tous. On a aussi des nombreux collègues qui sont en train de se connecter d'Afrique, les collègues au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Cameroun, les collègues canadiens. Je crois que vous étiez les premiers connectés aussi, alors qu'il est tôt chez vous. Donc, moi, je me présente, je suis Virginie Troy, je suis la directrice de la Fondation. Nous allons passer 2 heures ensemble. J'aurai le plaisir de modérer ce moment avec mes collègues chargés de recherche, Vincent Léger, qui est sociologue, et Louise Baumann, qui est aussi chercheur spécialiste des catastrophes, qui vont venir me rejoindre rapidement tout à l'heure. Bonjour Vincent, bonjour Louise. Vous allez nous rejoindre pour animer le débat tout à l'heure. On va faire un léger point technique pour nous assurer que nous allons pouvoir embarquer tout le monde dans la discussion, car cette édition est 100% francophone. So a technical point in English to make sure that everyone is part of the debate today about the translation option on Zoom, as the panel will be in French only. The Zoom session feature an automatic captioning and translation system. You have a kind of manual on the screen. I think you can enable it. There is a kind of show caption button in the Zoom toolbar. And after you have a whole choice of languages and you can select your preferred language. Thank you. On reprend en français maintenant. Alors, certains d'entre vous nous rejoignent pour la première fois, ce webinaire L'Instant Recherche. Bon, alors le principe est assez simple. Ce webinaire rassemble environ 4 fois par an des chercheurs et des professionnels sur un angle spécifique de l'action humanitaire ou de l'action sociale. 2 mots rapides aussi sur la Fondation. Alors, c'est un espace qui a été créé par la Croix-Rouge française, entièrement dédié à la recherche francophone en sciences sociales, des sciences des sociétés pour mieux écouter, accompagner l'action, préparer l'innovation et informer les décisions des acteurs de l'aide internationale et de la solidarité. Depuis 2013, on a financé environ 130 recherches qui
on va dire, dans une vingtaine de disciplines, dans une vingtaine de pays aussi, et qui porte sur les enjeux mondiaux identifiés comme prioritaires par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Alors, c'est autant l'accès à la santé et la lutte contre les épidémies, les migrations et les déplacements, les catastrophes et les effets du changement climatique, ou le bénévolat et le lien social, sachant que notre programme historique d'études sur les transformations de l'humanitaire international est plus que jamais à l'ordre du jour sous le concept de nouvelle donne humanitaire. Les chercheurs qui nous suivent ont certainement vu d'ailleurs l'appel à candidature sur notre site. Pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'à la Fondation, la recherche est participative. Elle se connecte avec le temps de l'action, notamment le programme Bénévolat qui transforme nos volontaires en boussole pour la recherche-action, ou le programme Recherche en temps d'urgence qui connecte les chercheurs aux données, aux situations inédites et aux observations des collègues de terrain en cas de crise, non seulement pour documenter, mais aussi pour mieux apprendre et s'adapter entre les crises sur des bases scientifiques. Et vous pourrez retrouver tout cela sur notre site web. Je salue au passage, parce que je vois que vous êtes là, mes collègues du Red Cross Red Crescent Research Consortium, le RC3. Je sais que vous êtes présents aujourd'hui depuis vos centres de référence ou d'expertise du mouvement basé dans le monde entier. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à avoir contribué au rapport, donc vous êtes aussi contributeurs. Pour les participants peut-être qui sont moins familiers avec le mouvement international, il est peut-être utile de rappeler que cette institution humanitaire unique est composée par le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des 191 sociétés nationales que vous reconnaissez certainement tous sur vos territoires grâce aux 3 emblèmes du mouvement, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge ou le Cristal Rouge. Alors, vous connaissez certainement tous la Revue internationale de la Croix-Rouge qui a été créée en 1869 et qui est une des plus anciennes publications académiques sur le droit international humanitaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'autre revue internationale phare du mouvement. Elle est publiée par la Fédération internationale depuis 1993. C'est le rapport mondial sur les catastrophes, qui est aussi connu en son nom en anglais World Disasters Report, et vous parle aussi certainement. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités de 4 pays différents, que je présenterai plus amplement dans quelques minutes. Donc, Dr Caroline Croche, Charlotte Lindsay, Dr Anis Cezran et Philippe Stoll. Un grand merci à vous 4 de nous rejoindre aujourd'hui. Pourquoi un instant recherche édition spéciale? Nous évoluons dans un monde qui bouge vite. L'idée, aujourd'hui, ensemble, c'est de vous livrer des points de référence et des éléments d'analyse sur un sujet qui nous concerne tous et que nous connaissons mal. Dès 1993, le World Disasters Report s'est imposé comme une publication de référence, notamment pour les chercheurs des Disaster Studies, donc ces études sur les catastrophes, mais aussi pour tout un champ professionnel en structuration autour des nouvelles normes, comme le cadre d'action pour Sendai, les lignes directrices de gestion des risques catastrophes. Alors au départ, il s'agissait plutôt de fournir des chiffres et des statistiques. On est allé d'ailleurs dans les archives et on a trouvé une copie vieille de 30 ans et qui est toujours aussi intéressante. Progressivement, le rapport s'est orienté vers des éditions plus thématiques qui se sont attelées spécifiquement à tisser des analyses entre le niveau local, national et international. Cette édition 2026 s'inscrit dans cette trajectoire, mais marque un tournant en faisant des informations préjudiciables une crise humanitaire à part entière et non plus une dimension ou un prisme des catastrophes. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a 20 ans, l'édition 2005 porte déjà sur l'information pour les catastrophes. Et il y avait deux idées principales. D'abord, le problème du manque d'information, mais aussi la fabrique de la nouvelle information en alertant. La technologie est une solution vers une meilleure information, mais ne fait pas tout et ne doit en aucune manière dévaloriser l'information locale qui n'a pas accès aux technologies, car cela peut créer une information erronée, voire dangereuse. 20 ans plus tard, le problème se transforme, c'est désormais le trop-plein d'informations nuisibles ou
préjudiciables ou des informations qui menacent les populations et les humanitaires, et elles circulent à tous les niveaux. Ce rapport sur les catastrophes mondiales ne se borne plus à exposer et analyser. Il interpelle les acteurs. La fiabilité des informations est une question de vie ou de mort, selon le secrétaire général de la Fédération, Jagan Chapagin. Donc, le voici. Je n'ai pas la version française en hard copy, mais je l'ai. Voilà à quoi il ressemble, en tout cas en chair et en os. Il faut utiliser des lunettes spéciales en fait pour le lire de manière complète dans son graphisme. Donc, c'est une vraie exploration ce rapport. Donc, je vous invite donc à poser les lunettes et ce nouveau regard sur cet enjeu crucial. Le webinaire va s'articuler autour de 2 moments. D'abord une table ronde avec vous 4. On va avoir 1h15 environ, donc on va avoir le temps. Et puis, enfin, un temps de questions-réponses avec vous, tous les participants au webinaire. Je rappelle au public, alors vous n'allez pas pouvoir vous adresser oralement aux intervenants. Vous allez pouvoir poser des questions dans le chat, faire des commentaires ou citer des références dans l'espace de discussion de Zoom. Vincent et Louise vont faire une synthèse afin de les communiquer à nos intervenants durant le temps dédié aux questions qui va suivre cette table ronde. Je vous propose de commencer. Docteur Caroline Cross, vous êtes présidente de la Croix-Rouge française depuis 2025. Médecin généraliste de formation, votre carrière mêle engagement de terrain de longue durée. Vous êtes bénévole à la Croix-Rouge depuis 1987 et des fonctions institutionnelles de haut niveau, notamment à l'Organisation mondiale de la santé comme directrice de la santé et du bien-être du personnel. La Croix-Rouge française siégeant au comité directeur de la Fédération internationale, vous êtes spécifiquement au cœur des débats sur l'action humanitaire dans une période clé. Présidente, la parole est à vous pour lancer officiellement cette édition francophone 2026. Merci beaucoup Virginie pour cette présentation. Bien écoutez, chers collègues, chers partenaires, chers amis de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous accueillir à cette édition spéciale de l'Instant Recherche qui va être consacrée au lancement donc de la version francophone du rapport sur les catastrophes dans le monde, donc ce rapport de 2026 de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Depuis plus de 30 ans, ce rapport constitue une référence majeure pour comprendre les transformations des crises humanitaires à l'échelle mondiale. Cette édition éclaire une question déterminante pour l'avenir de l'action humanitaire. Cette année, le choix du thème témoigne de l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Vérité, confiance et action humanitaire à l'ère des informations préjudiciables. Au Soudan du Sud, des rumeurs selon lesquelles les agences humanitaires distribuaient de la nourriture empoisonnée ont poussé des populations à éviter l'aide vitale et ont conduit à des menaces contre le personnel local de la Croix-Rouge. En Espagne, lors des inondations à Valence, de fausses rumeurs en ligne ont accusé la Croix-Rouge espagnole de détourner l'aide au profit des migrants, alimentant des attaques xénophobes contre les volontaires. Au Liban, des allégations infondées ont accusé les volontaires de propager la Covid-19 ou de distribuer des vaccins dangereux. Des événements similaires ont été constatés en Birmanie, au Pérou, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada, au Kenya ou encore en Bulgarie, et sûrement d'autres dont nous n'avons pas toujours connaissance. En France, des véhicules et des locaux ont été tagués et des volontaires de la Croix-Rouge française pris à partie par des personnes qui, ayant cru des rumeurs visant le CICR en Palestine, ont fait l'amalgame avec la Croix-Rouge française. Ce sont autant d'exemples qui montrent l'ampleur du phénomène de la désinformation. Le rapport de la Fédération internationale porte d'ailleurs un message fort. Il nous invite à considérer que les informations préjudiciables, qu'il s'agisse de désinformation, de mésinformation, de rumeurs ou de discours de haine, ne sont plus seulement un facteur aggravant des crises. Elles constituent désormais une crise humanitaire à part entière. Une crise qui affecte directement la sécurité des populations, la confiance dans les institutions, l'accès à l'aide, la cohésion sociale et parfois la vie même des acteurs humanitaires.
Le rapport rappelle que l'information est aussi essentielle à la survie que l'eau, la nourriture ou l'abri, mais que lorsqu'elle est manipulée ou déformée, elle peut également devenir un vecteur de danger. Cette réflexion s'inscrit dans un contexte mondial particulièrement préoccupant. Les crises se multiplient, se superposent et gagnent en complexité. Les conflits armés s'intensifient, les catastrophes liées au changement climatique se répètent à un rythme sans précédent. Les déplacements forcés atteignent des niveaux historiques et les fragilités sociales s'accroissent dans de nombreuses régions du monde. Dans ce contexte déjà difficile, les environnements informationnels deviennent eux aussi des espaces de vulnérabilité. Les fausses informations circulent à une vitesse inédite, amplifiées par les plateformes numériques, les logiques algorithmiques et désormais les possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Elles alimentent la peur, la méfiance, la polarisation au moment même où la confiance, la coopération et la solidarité sont les plus nécessaires. Alors face à cette situation, le rapport propose un changement de perspective essentiel. Il nous rappelle que la réponse ne peut être uniquement technologique ou communicationnelle. Elle doit être profondément humaine. La confiance est le fil conducteur de cette édition. Une confiance qui ne se décrète pas, mais se construit dans la durée grâce à la proximité, à la transparence, à l'écoute et à la participation des communautés. La confiance est la condition même de l'efficacité de l'action humanitaire. Et c'est précisément dans cette perspective que la recherche joue un rôle fondamental. Dans un monde saturé d'informations où les émotions, les récits se concurrencent parfois les faits, la recherche demeure l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour comprendre la réalité, analyser les phénomènes complexes et éclairer la décision. Elle permet de dépasser les intuitions, de documenter les expériences vécues, de mesurer les impacts réels et de construire des réponses fondées sur des données probantes. La Fondation Croix-Rouge française a toujours défendu cette conviction. Il n'y a pas d'action humanitaire durable sans production de connaissances, sans dialogue entre praticiens et chercheurs, sans confrontation des expériences de terrain avec les apports des sciences humaines, sociales, médicales et technologiques. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers d'avoir contribué à cette édition du rapport, notamment à travers des travaux portant sur les apports des sciences humaines et sociales face à la désinformation en contexte épidémique, ainsi que sur le rôle de la recherche et des approches fondées sur les preuves pour renforcer la confiance dans l'action humanitaire. Cette exigence scientifique est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, car répondre aux informations préjudiciables ne consiste pas seulement à corriger des erreurs ou à vérifier des faits. Cela suppose de comprendre pourquoi certaines rumeurs circulent, pourquoi certains récits trouvent un écho particulier, comment les perceptions se construisent et comment les relations de confiance se tissent ou se défont au sein des communautés. Autrement dit, cela suppose de mieux comprendre les sociétés elles-mêmes. Cette édition spéciale revêt également une importance particulière parce qu'elle marque la diffusion de ce rapport en langue française. La francophonie constitue un espace majeur de solidarité, de coopération et d'action humanitaire. Rendre ce rapport accessible en français, c'est permettre à un plus grand nombre d'acteurs, chercheurs, volontaires, professionnels de l'humanitaire, décideurs publics et membres des communautés concernées de s'approprier ces analyses et ces recommandations. Au-delà de la langue française elle-même, cette démarche rappelle également l'importance du plurilinguisme. Dans les contextes de crise, la confiance se construit lorsque l'information est comprise, partagée et adaptée aux réalités locales. Les savoirs circulent mieux lorsque les langues se rencontrent. Les réponses humanitaires sont plus efficaces lorsqu'elles s'appuient sur la diversité des expériences et des connaissances et notre vision humanitaire plus complète car plus inclusive. C'est une question d'égalité, de diversité culturelle, de qualité de dialogue, de légitimité démocratique et d'efficacité de notre action internationale. Face à ce défi de la désinformation, aucune organisation, aucun État, aucune plateforme, aucun chercheur ne détient seul la réponse. La question qui nous est posée aujourd'hui est profondément collective. Comment préserver la confiance lorsque les faits sont contestés? Comment protéger l'espace humanitaire lorsque l'information elle-même devient un terrain de confrontation? Et comment continuer à faire vivre nos principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance dans un monde où la vérité est de plus en plus disputée? C'est précisément pour éclairer ces questions que nous avons réuni aujourd'hui
3 intervenants au parcours complémentaire et aux expertises fines dans leurs domaines respectifs. Leur diversité de parcours illustre parfaitement l'esprit de cette rencontre, croiser les disciplines, confronter les expériences et construire ensemble des réponses à la hauteur des défis contemporains. Je vous remercie et je repasse la parole à Virginie. Merci, présidente. Vous venez effectivement de mentionner la recherche. Et donc, du coup, moi, je vais en profiter pour mentionner la contribution du consortium de recherche de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, parce qu'il s'agit quand même de 26 membres sur tous les continents. Donc, vous pouvez la trouver dans le rapport, cette contribution, page 379. Et c'est vrai qu'elle défend effectivement l'idée que la recherche est indispensable pour lutter contre les informations préjudiciables. Alors, pas forcément comme un outil rétrospectif, mais comme vraiment un outil qui aide à anticiper. Je vous donne des exemples. Ça peut être très utile pour détecter les discours nuisibles avant qu'ils se propagent, adapter les interventions à des réalités locales et par exemple renforcer la transparence des organisations humanitaires. Cette transparence, comme vous l'avez dit, c'est vraiment crucial pour produire un levier de confiance auprès des populations. Dans ce cadre-là, c'est vrai que la recherche n'est pas un luxe, elle est une nécessité éthique et opérationnelle pour lutter efficacement contre cette information qui met en danger. Caroline, nous avons encore quelques minutes. Là, c'est vrai que vous nous avez présenté le cadre général du rapport, et j'aimerais vous proposer de parler peut-être plus spécifiquement de votre vécu en France, car vous êtes en même temps secouriste au niveau local, vous êtes médecin, vous êtes présidente d'une association de 18 000 salariés et de 100 000 bénévoles. Votre expérience vous place donc en première ligne des défis auxquels une Croix-Rouge nationale ou un acteur humanitaire, on va dire national, fait face et doit se préparer. Est-ce que la Croix-Rouge française a déjà des expériences en matière de désinformation sur différents contextes et que vous voyez déjà des conséquences? Et vous, est-ce que vous considérez cet enjeu comme un risque majeur à la Croix-Rouge française? Oui, bah, alors l'expérience que nous avons eue a été tirée bien évidemment des conflits assez récents entre l'Ukraine et la Russie, au niveau de la Palestine et Israël. Et la désinformation et les informations préjudiciables subies par le CICR notamment ont eu des conséquences jusque chez nous, avec des manifestations devant notre siège de la Croix-Rouge française, des bénévoles qui ont été pris à partie dans la rue, des véhicules qui ont été dégradés, des locaux tagués, mais plus généralement, le risque a été la perte de confiance du grand public et de nos partenaires dans notre action et dans notre emblème et l'accès réduit aux populations que nous servons. Donc oui, on a cette expérience et malheureusement, il y a eu des conséquences non négligeables. Donc effectivement, les notions de vérité et de confiance sont placées au cœur de ce rapport. Charlotte Lindsay, c'est peut-être vous qui avez la vision la plus globale sur ces observations dans tout le mouvement, car vous êtes la rédactrice en chef et l'autrice principale de ce rapport. Une tâche colossale quand même, parce que je souhaite préciser que ce rapport fait 420 pages en 8 chapitres. On a des contributions de près de 100 acteurs, hein, tous très différents, hein, 60 organisations, donc il ne se réduit pas à des contributions Croix-Rouge, Croissant-Rouge, puisque de nombreuses organisations internationales, des universitaires aussi ont participé, plus de 30 sociétés nationales Croix-Rouge, Croissant-Rouge ont contribué. D'ailleurs, vous avez aussi valorisé les connaissances des communautés, hein, que vous avez essayé à travers une grande enquête. Vous connaissez bien le mouvement puisque vous avez été directrice de la communication et de la gestion de l'information au Comité international de la Croix-Rouge. Vous avez donc travaillé sur les technologies de l'information, la question des archives, la protection des données, mais pas que. Vous avez aussi sillonné pendant 5 ans plusieurs délégations de terrain. Et c'est vrai quelque chose qui transparaît de ce rapport et que Caroline Cross vient de mettre en exergue, c'est cette conception de la désinformation comme une crise humanitaire à part entière et qu'elle semble n'épargner personne. Dans le contexte actuel, dans quelle mesure les informations préjudiciables peuvent être comme une crise humanitaire en elle-même? En quoi cela fait avancer finalement le dialogue entre acteurs, de le formuler de la sorte? Et plus largement, vous qui avez reçu toutes ces contributions, est-ce que vous avez été surprise lorsque vous les avez reçues par certaines formes ou certains effets de désinformation, de mésinformation dans les contextes humanitaires? Est-ce qu'il y a des réalités que vous auriez jamais imaginées avant et qui ont changé votre regard sur la gravité de la situation? Merci beaucoup, Virginie. Vous m'entendez bien?
Super. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui et puis aussi pour mise en évidence cet énorme rapport dont vous avez parlé. Oui, aussi, merci pour la contribution qui a été faite par la Fondation Croix-Rouge française. Comme vous avez dit, il y a plus que 100 contributions de plus que 60 organisations. Et puis, ça, c'était vraiment important dans le réflexion. Et puis, je pense sur le principal apport de le rapport sur la catastrophe dans le monde 2026 est précisément de changer notre façon de voir le problème. Pendant longtemps, nous avons considéré l'information préjudiciable comme un problème de communication. Et puis le rapport affirme au contraire. Aujourd'hui, c'est une crise en elle-même parce qu'elle est chronique et évolutive. Et puis aussi, c'est intensifie, c'est transforme, c'est persiste. Et puis, c'est à travers tout le temps et contexte. Et puis, je pense que chose qui était vraiment intéressante avec cette nombre d'organisations qui a contribué, ils ont vu le problème dans tous les différents contextes, dans tous les différents types de crises. L'information préjudiciable impacte directement la capacité du secteur humanitaire à remplir son mandat, son rôle fondamental, c'est aider la population affectée par une crise humanitaire, toute comme une catastrophe, une épidémie, problème de santé ou conflit. Et l'information est un déterminant de survie. Et c'est ça qui est vraiment important. Le rapport de 2005, comme vous avez mentionné, ça parle de l'importance de l'information. Mais le rapport de 2026 rappelle que l'information fiable est aujourd'hui aussi essentielle que l'eau, la nourriture ou l'abri dans une situation, dans une réponse humanitaire. Et les populations, ils ont besoin de savoir où trouver de l'aide, quels sont les risques, comment se protéger et qui fait confiance. Et je pense que c'est ça qui a vraiment changé aujourd'hui parce qu'il y a tellement une pollution, une difficulté pour les populations à recevoir cette information aujourd'hui. Et puis, je pense s'il y a, s'il n'y a pas accès à cette information, les populations qui sont impactées par une crise humanitaire peuvent mettre leur vie en danger parce qu'ils ne savent pas quel est le conseil ou comment elles reçoivent la réponse. Et les conséquences sont tangibles et opérationnelles. Par exemple, les personnes qui refusent une aide, ou, comme mentionné par le président juste avant, le menace à le volontaire ou les personnes qui travaillent dans le mouvement ou dans le secteur humanitaire. Un message fort du rapport de 2026, c'était que nous vivons dans une période de crise, de confiance, inclus contre les organisations humanitaires, les institutions, les médias, les experts. Et l'action humanitaire repose sur la confiance. Et c'est ça qui est vraiment difficile aujourd'hui, à qui d'avoir la confiance dans l'information environnement aujourd'hui. Et si la population, ils ne savent pas à qui d'avoir la confiance, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Et nous avons vu ça dans toutes les réponses données par les acteurs humanitaires dans le rapport qu'il y a vraiment un problème pour la population de recevoir l'information fiable et puis de savoir qui avoir la confiance. La chose qui m'a surprise ou qui a changé mon regard, je pense l'information préjudiciable a toujours fait partie de la guerre, par exemple dans la violence, même si l'ampleur aujourd'hui a changé vraiment. Mais avant, dans les situations de catastrophe ou de pandémie, c'était pas vraiment le problème. C'était un manque d'information qui était le problème, pas vraiment l'information préjudiciable. Aujourd'hui, ça, la situation a profondément changé. Une Et puis, un autre élément qui m'a frappé, qui est la récurrence de certains récits préjudiciables à travers des contextes ou des crises très différents. Par exemple, le conflit, la catastrophe ou des autres agences humanitaires ont retrouvé souvent la même accusation et la même narrative. On entend par exemple que les organisations humanitaires ne sont pas réellement présentes sur le terrain ou que le don d'argent ou d'aide est pas distribué à la population impactée par une crise, ou encore que les ressources sont détournées au profit de migrants ou de crises internationales plutôt que les personnes touchées au niveau national. Ces messages, c'est souvent faux, mais ils sont particulièrement efficaces parce qu'ils cherchent à exploiter de peur, de frustration ou de tensions préexistantes dans la communauté.
au-delà de la désinformation, l'information préjudiciable elle-même, c'est la capacité qui a érodé la confiance en l'action humanitaire. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Et puis, de corriger la population, la personne à donner l'aide ou qui a menacé la population. Et c'est ça qui est difficile. Et je pense une autre surprise pour moi, c'est ce manque de collaboration et coordination dans le secteur humanitaire. Parce que c'est un enjeu qui impacte tout le secteur et puis ça impacte l'action humanitaire. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est marginal ou ponctuel, c'est systématique, souvent délibérément conçu pour saper la confiance ou c'est fréquemment coordonné. Et je pense que cette ampleur et le caractère organisé montre qu'il y a une coordination systématique qui est nécessaire aujourd'hui dans le secteur et de ne pas traiter ça comme un problème de communication, mais de vraiment traiter ça comme un enjeu, un risque pour l'action humanitaire. Et le fait qu'il n'y a pas cette coordination et collaboration, c'était vraiment un énorme défi et c'est quelque chose qui était une surprise pour moi et c'est quelque chose qui a besoin de vraiment changer. Ça donne déjà des pistes, mais on en parlera tout à l'heure justement. Vous avez mentionné la contribution de la Fondation, et c'est vrai que pour faire la transition, c'est assez utile. Cette contribution est page 143 du rapport français, et il est intitulé Rumeurs et mésinformations en cas d'épidémie. Et c'est vrai que pour le formuler, nous, on s'est appuyé sur environ 10 ans de recherche. C'était des recherches sur Ebola en Afrique de l'Ouest, sur la peste à Madagascar, sur le Covid-19, aux Comores, au Sénégal. Et on a essayé de montrer comment la circulation de fausses informations, qu'il s'agisse de rumeurs sur, ça pouvait être sur l'origine des virus, de méfiance envers les mesures de prévention, sur l'entrave vraiment concrètement à l'action humanitaire, refus de vaccination, retard dans le recours aux soins. Ça pouvait être aussi des attaques, on l'a vu sur Ebola, contre le personnel humanitaire. Et c'est vrai que la contribution plaide notamment pour des programmes de sensibilisation communautaire ancrés localement, portés par les habitants et les bénévoles qui jouissent de cette confiance des populations. Et Docteur Zran, là, on est 100% dans votre sujet. D'ailleurs, vos recherches, nous, on s'est appuyé sur vos recherches pour écrire l'encadré. Alors, vous êtes maître de conférence en histoire et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous vous définissez parfois comme un historien des maladies ou un historien de la santé. Vos travaux portent sur les épidémies, les rumeurs, les théories du complot et les politiques de santé publique en Afrique subsaharienne. Vous êtes d'ailleurs membre du conseil scientifique de la Fondation. Vous connaissez bien les risques et les effets de la désinformation au contexte d'urgence sanitaire. Vous avez notamment pu étudier la réponse humanitaire à Ebola et cette question des rumeurs. Alors, pourquoi est-il important, selon vous, de travailler sur la question de la désinformation ou de la mauvaise information dans le domaine de la santé ou de la lutte contre les épidémies en mobilisant les sciences sociales? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences entre des travaux, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nouvelles, il y avait des travaux historiques qui étaient faits avant qu'on parle de ces sujets-là, sur la question des croyances, des rumeurs en contexte épidémique. Ça a été déjà le cas d'ailleurs pendant l'épidémie de sida. Donc les différences entre, on va dire, ces anciennes recherches et les travaux plus récents, ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation. Merci Virginie. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci de me donner la parole. C'est un plaisir pour moi de participer à ce numéro d'Instant Recherche. Bonjour à tous les participants qui nous écoutent et qui nous suivent partout dans le monde. Alors, pour commencer, enfin, c'est une question à double volet. Et donc, pour le premier volet de la question, je dirais que comme nous le savons, c'est pas une chose originale de dire que la désinformation ou la mauvaise information constitue une entrave aux réponses aux épidémies. Donc, que ce soit sur les rumeurs sur la propagation des maladies, des rumeurs sur les traitements, les doutes sur les méthodes et les moyens de lutte, il y a toujours eu des rumeurs qui constituent une sorte d'épidémie opportuniste greffée à un épisode épidémique. Et donc, elle agente parfois des résistances qui peuvent être passives, qui peuvent être sourdes, mais aussi très violentes. Madame Cross en a parlé tout à l'heure. C'est donc un défi majeur, surtout en l'absence de traitement qui peut permettre de pacifier immédiatement l'épidémie.
Or, la désinformation, ou si vous voulez, les rumeurs, ne se construisent pas en fait ex nihilo. C'est vraiment dans les travaux, dans les recherches qui ont été effectuées, on a constaté que pour une même épidémie, vous avez des rumeurs qui peuvent varier d'un continent à un autre. Vous n'avez pas le même type de rumeur parfois, d'un pays à un autre, ou bien même au sein d'une même région, à l'intérieur d'un même pays, au sein des régions différentes. Donc, pourquoi? Parce que la rumeur, en réalité, elle touche symboliquement à un point sensible de l'imaginaire. Et comme le dit Françoise Renaud, c'est que la géographie des rumeurs, donc des rumeurs qui pourraient se propager en France peut être différentes des rumeurs qui pourraient se propager euh, en Côte d'Ivoire, je vais dire comme ça. C'est-à-dire que la géographie des rumeurs ne se réduit pas à une géographie physique en réalité. C'est une géographie symbolique qui elle-même est l'expression particulière d'une géographie sociétale. Donc, en clair, pour comprendre pourquoi un type de désinformation ou de mauvaise information a un écho particulièrement retentissant dans une société donnée, il faut s'imprégner en réalité des paramètres historiques et sociologiques de la population en situation. Et ça, c'est vraiment le travail des sciences sociales. Ce sont vraiment les spécialistes des sciences sociales. Bon, c'est pas du narcissisme scientifique, hein. Mais, mais ce sont les spécialistes des sciences sociales qui, quand même, dans leur formation, sont outillés à comprendre et à expliquer la logique qui soutient les réactions des populations afin de permettre aux acteurs de la lutte d'adapter les réponses aux réalités locales. Parce qu'en réalité, aucun peuple n'est assez idiot pour refuser des propositions, des méthodes de réponse qui pourraient permettre de sauver la population. Donc, les refus de traitement, les violences contre les acteurs humanitaires, la dissimulation des cas ont des explications profondes que les sciences sociales mettent en lumière. Pourquoi, par exemple, les enterrements sécurisés dans le cadre de la lutte contre Ebola indignent parfois certaines populations? Ce n'est pas parce qu'elles ignorent totalement ce que c'est que la biosécurité, parce que dans la culture, par exemple, africaine, si je prends, le lavage des corps, par exemple, c'est quelque chose qui est fait. Et si vous l'observez dans la tradition, il y a un minimum de sécurité parce qu'elles ont conscience qu'un corps peut être contagieux, peut contaminer. Donc, c'est des techniques qui sont éprouvées, c'est des spécialistes qui lavent ces corps. Mais dans le cadre, par exemple, des enterrements sécurisés, tels que prescrits par des méthodes de lutte, il y a en fait l'urgence de santé publique qui fait qu'on trouve ces méthodes à risque et que finalement, pour les populations, les nouvelles méthodes qui sont utilisées piétinent leur culture et viennent mettre en danger leur rapport à la mort ou à l'au-delà. Parce qu'en réalité, pour certaines populations, le mort n'est pas mort et les rites funéraires conduisent à assurer ce qu'on appelle le repos de l'âme ou bien à vivre dans un monde plus paisible dans l'au-delà. Donc, à partir du moment où ces rites funéraires sont perturbés, pour les populations sur l'urgence, sur l'échelle de l'urgence, leur culture passe avant ce que nous appelons urgence de santé publique. C'est pourquoi l'apport des sciences sociales, c'est aussi de comprendre ces paramètres-là et d'élaborer des mécanismes qui permettent de concilier ces pratiques culturelles aux exigences de santé publique. Donc, on peut trouver, les sciences sociales peuvent aider à trouver des mécanismes culturels de réparation des offenses aux dieux, par exemple, en expliquant aux populations, bien entendu, qu'il est possible de faire avec vos cultures et qu'on pourrait vous accompagner dans le cas de réparation des entorses qui pourraient être faites à votre culture par rapport aux dispositifs de lutte. Donc ça, c'est le premier volet de la question la question des sciences sociales. Et qu'est-ce qui est nouveau pour les travailleurs, enfin, pour les chercheurs, entre les travaux sur les croyances des rumeurs qui existaient depuis? Euh, Comment j'arrive en première année de fac? Je pense que j'ai été accueilli en première année d'histoire euh, euh, par cette question. Et surtout quand je commence à rentrer à rechercher, à travailler sur les épidémies, on se rend compte que, pour un historien, on se rend compte que les épidémies sont nées, enfin, les rumeurs sur les épidémies sont nées avec les premières épidémies. Donc, les rumeurs sur les épidémies ont toujours suivi depuis, si vous voulez, ce qui a été documenté par les historiens sur la peste justinienne jusqu'à la COVID-19, récemment, tout ce que vous voulez. Il y a toujours des rumeurs. Donc, l'idée, c'est que on ne va pas se voiler la face, il n'y aura pas d'épidémie sans rumeur. Ça ne va pas exister. Toute épidémie est un événement parfois exceptionnel. L'épidémie est quand même un événement exceptionnel, parfois violent ou inédit, donc qui est incompréhensible pour les populations, qui souvent sont prises au dépourvu. Donc, elle provoque naturellement une forte demande d'explications rationnelles et rassurantes. Et dans ce contexte, en général, les explications officielles sont jugées parfois insuffisantes ou bien parfois suspectes. Or,
comme nous le savons, les périodes de crise sont naturellement propices à une surcharge de biais de confirmation. Donc, on a tendance à nous intéresser parfois aux éléments qui permettent de confirmer nos idées préconçues. Et comme le dit le philosophe Henri Bergson, que j'aime bien citer, c'est que l'œil ne voit que ce que l'esprit est capable de comprendre. Donc, en réalité, nous avons une orientation, parfois à notre insu, à aller vers des explications qui confirment ce que nous pensons déjà. Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Pour répondre concrètement à la question, ce qui a fondamentalement changé, il faut regarder les premières études sur les rumeurs. Par exemple, les précurseurs en la matière, hein, vous avez les psychologues Gordon Allport et Leo Portman, qui sont les précurseurs de la recherche sur la rumeur. On publie en 1947 un article intitulé Analysis of or Rumor, dans lequel ils définissent la rumeur comme une proposition liée aux événements du jour, destinée à être crue, colportée de personne en personne, d'habitude de bouche à oreille. Ils précisent de bouche à oreille. Et quand on lit d'autres auteurs, par exemple, un ouvrage très intéressant dirigé par Edgar Morin, qui est La rumeur d'Orléans, quand on lit La rumeur d'Orléans, on remarque qu'il insiste sur le caractère de bouche à oreille de la rumeur. Donc la rumeur, pendant longtemps, est resté un phénomène qui se propage de bouche à oreille hors des canaux officiels. Ce qui a changé fondamentalement aujourd'hui, ce sont les mécanismes de désinformation qui évoluent avec notre monde. C'est notre environnement moderne qui a créé un nouveau mode. Donc, on est passé, si vous voulez, de la rumeur à vraiment de la désinformation originale, maison mère, comme on pourrait le dire. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû d'abord à la multiplication et la démocratisation des réseaux sociaux qui facilitent une propagation à large spectre de la désinformation à vitesse supersonique. Depuis mon domicile d'Abidjan, je pourrais propager une désinformation qui pourrait se retrouver à 6000 km en quelques instants. Il y a aussi l'intelligence artificielle, ne nous voilons pas la face, qui facilite la fabrique du vraisemblable et du faux, et très souvent du vraisemblable, donc qui est vraiment trompeur. Donc nous sommes passés des rumeurs qui s'appuyaient sur la logique du narratif à de la désinformation qui s'appuie sur des démonstrations qui se veulent scientifiques et qui nourrissent à satiété les biais de confirmation. Donc on n'est plus dans il semble, il paraît, on est dans des démonstrations avec des éléments qui se veulent scientifiques. Et là, ça change tout. Ensuite, on a les théories du complot construites et diffusées par des personnes dont la parole compte dans la société, qui peuvent être des hommes politiques, des leaders communautaires, des guides religieux et même des universitaires et qui l'assument, qui parfois ont des démonstrations qui expliquent que si telle épidémie, voici la vérité qu'on nous cache. Sur les vaccins, on nous cache des effets secondaires. Voici les éléments pour lesquels on nous cache des effets secondaires. Et parfois, ce sont des personnes qui ont côtoyé le corps médical ou qui même parfois sont en rupture de banc avec peut-être l'ordre des médecins, mais qui sont dans le corps médical et qui se positionnent comme peut-être des victimes du système. Et à partir du moment où on parle du système, ça fait écho aux gens. Ensuite, on a un autre point, je ne vais pas m'étaler plus longuement, qui est quand même l'action pernicieuse hein, de certains influenceurs, cyberactivistes, blogueurs et autres leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, dont l'emprise sur la population est parfois bien réelle, surtout sur les jeunes. Vous avez des blogueurs qui traînent, qui ont des milliers, comment ils appellent, ils ont des milliers d'abonnés et qui font des démonstrations. Donc, tout ce qu'on retient des démonstrations, c'est la logique qui la soutient parce qu'effectivement, dans le discours, le plus important, c'est de mettre une logique qui permet de capter en fait l'imaginaire des populations. Donc, nous sommes dans une nouvelle ère des canaux de communication officiels où les canaux de communication officiels sont pris de coup parfois par la communication du marché noir, si vous voulez, ou bien par la communication parallèle. Et donc, on est dans une sorte de situations où les États ou les acteurs de la lutte sont en permanence en train de courir à rétablir la vérité alors qu'on devait prendre une distance. Et là, les sciences sociales sont utiles parce qu'elles peuvent permettre d'anticiper et de comprendre ce qui pourrait se jouer et comment les populations réagissent. Donc voilà en quelques mots ce que je pourrais dire pour cette première question, Virginie. Merci. Merci beaucoup, Anissé. Donc, sur tous les sujets que vous nous
Vous nous expliquez là avec clarté, j'imagine que vous n'aviez pas la tête tout le temps dans les archives, mais ça, on va réserver la question à tout à l'heure un peu sur le méthode, sur comment vous faites pour travailler concrètement, parce que ça nous intéresse. Vous avez beaucoup parlé du domaine de la technologie, on peut même parler d'influence, d'instrumentalisation numérique. Donc Philippe Stoll, là, on va passer dans votre domaine d'expertise. Vous êtes le responsable du tout nouveau hub ou de la plateforme pour le mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge sur les informations préjudiciables, donc c'est une première. Il fait d'ailleurs l'objet d'une contribution page 379 du rapport. Mais avant ça, vous avez toute une vie Croix-Rouge, puisque vous avez un parcours de près de 23 ans au CICR, avec plusieurs années en tant que délégué principal en tech diplomatie, donc c'est un terme que je ne connaissais pas, donc une fonction qui est en dialogue avec les gouvernements, le secteur académique et le secteur technologique pour mieux protéger les populations affectées par les conflits contre les impacts de l'intelligence artificielle et de la cyberguerre. Vous avez été en poste dans de nombreux pays affectés par les conflits et plus concrètement sur les enjeux numériques. Vous êtes à l'origine de plusieurs projets. Je peux citer l'expérience immersive Digital Dilemmas ou alors une autre, je crois que c'est l'installation Deepfake and You que vous avez eu le privilège de présenter à l'ONU à New York, il me semble. Alors, Philippe, alors que le secteur humanitaire finalement rencontre de nombreux défis, on sait que depuis 2025, surtout sur les finances, c'est difficile. Comment expliquez-vous que le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge et notamment la Croix-Rouge suisse investissent aujourd'hui sur ce sujet alors qu'il y a tellement besoin dans le secteur? Quelle discussion conduit à la création de ce hub? Donc là, nous avons hâte d'en savoir plus. Merci Virginie, merci à la Fondation et à la Croix-Rouge française pour l'invitation et l'accueil. Je me réjouis beaucoup d'engager aussi avec les participants et les participantes. Le point de départ est ce que la présidente Caroline Cross a mentionné au départ, c'est que on s'est rendu compte que beaucoup de sociétés nationales, Croix-Rouge, Croissant-Rouge, faisaient face à une problématique similaire. Vous avez mentionné Valence, les inondations, on voit aujourd'hui Ebola, on voit, etc. Et il manquait quelque chose de coordination, comme l'a mentionné Charlotte. Donc, on avait un problème similaire, mais des réponses fragmentées. Et un des éléments qui était aussi assez flagrant, c'est la question de la compréhension de l'impact. Et ça rejoint le travail que j'ai fait dans le passé sur essayer de rendre assez tangible, le plus tangible possible, des questions qui sont parfois abstraites, que ce soit le numérique, une cyberattaque, c'est quoi fondamentalement? On voit bien un bombardement d'un hôpital, on voit bien ce que c'est. Une cyberattaque, ça reste abstrait. Et cette dimension-là est assez importante et c'est pour ça qu'il y a un point de vocabulaire que j'aimerais préciser qui malheureusement en français n'arrive pas bien à se traduire et j'ai vu qu'il y avait une des participantes ici qui a écrit un papier très intéressant, Nora Steinig. J'espère qu'elle posera une question peut-être, mais en français on n'arrive pas bien à définir. En anglais on a ce terme qui s'appelle harmful information. La notion de harm, du dommage, de la conséquence, de l'impact, malheureusement, n'est pas bien, je trouve, représenté dans le mot préjudiciable. Pour nous, le mouvement, il y avait un constat de se dire, si on rentre dans une discussion politique en commençant à qualifier des informations, mésinformations, etc., on va s'exposer à des problèmes ou tout d'un coup à des enjeux d'être emmené dans une discussion qui n'est pas absolument nécessaire si on veut vraiment agir sur les conséquences. Donc, on a décidé d'appeler ça harmful information, préjudiciable, aussi pour vraiment mettre le lien de causalité entre information et préjudice. Il y a aussi un élément dont on oublie, parce que si on reste assez obsédé par la question de la désinformation, le discours de haine, etc., il y a le côté très négatif et il y a potentiellement un lien assez visible. Mais moi-même, qui ai été déployé pendant le début
la résurgence du conflit en Ukraine en 2022, une information vraie a été très préjudiciable. On s'est retrouvé, le CICR a distribué de l'eau et de la nourriture à des personnes âgées un peu sur la ligne de front, et quelqu'un a découvert que l'eau qu'on distribuait était d'origine roumaine. Et c'est une information tout à fait banale et presque puérile, mais ça a fait un gros scandale parce que tout d'un coup, on nous accusait de ne pas soutenir l'effort de guerre, de dépenser l'argent récolté pour l'Ukraine en Roumanie, etc. La raison derrière tout ça était tout à fait logistique. Il n'y avait pas d'eau en quantité nécessaire qu'on pourrait trouver chez des distributeurs ou des entreprises en Ukraine. Donc, on est allé au plus près, au plus vite. Donc, ça, c'est des questions aussi où on veut essayer vraiment de se focaliser sur la question des conséquences pour trouver des solutions, beaucoup plus que sur la question de la catégorisation. Cela dit, et c'est là où je suis très heureux d'avoir comme co-panélistes Anicette et Charlotte, la substance, elle est nécessaire pour comprendre comment fonctionnent les choses. Et ça, cet élément-là, dans la création de ce centre, de ce hub, une nouvelle fois, je suis désolé, j'ai que des anglicismes en tête, il est nécessaire aussi pour permettre de mieux préparer les réponses, trouver des réponses communes, que ce soit dans la coordination, mais vraiment aussi sur la question de la recherche. Et je pense que j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Au final, l'objectif de fond, il est vraiment de s'assurer un soutien et un respect pour une action humanitaire basée sur les principes. Et ça, c'est vraiment très important. On ne veut pas rentrer dans une bataille idéologique, on ne veut pas rentrer dans la question de la guerre informationnelle, on veut s'assurer que le mouvement, et au sens plus large, l'action humanitaire puisse se dérouler selon les moyens qu'on nous donne et selon le mandat et les principes que nous nous sommes donnés. Et ça, c'est vraiment l'élément important. Essayer de sortir de ce débat très pernicieux que va être l'accès à la vérité, la question de la liberté de la presse, etc. Donc ça, c'est vraiment le constat de base qui a été fait il y a à peu près 2 ans par quelques leaders du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, qui se sont réunis. Petit à petit, on a eu des discussions. Le CICR, la Fédération et quelques sociétés nationales, dont la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge française, ont décidé de se mettre ensemble, définir un peu un cadre, et ensuite on a pu faire un peu de récolte de fonds, et on s'est rendu compte que des États, notamment la Suisse et la Finlande, ainsi que des Croix-Rouges, étaient prêts à soutenir cette idée-là. Je vous avoue, je ne suis pas un spécialiste de récolte de fonds, mais la réaction était assez positive et assez rapide, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce centre qui est mis en place. On va l'inaugurer officiellement, donc vous avez un peu une exclusivité. Il existe un peu, on sait, il y a une adresse email, et puis moi, j'ai un bureau auprès de la Croix-Rouge suisse, mais on va l'inaugurer officiellement d'ici 4 à 6 semaines, question un peu plus, on aura un élément un peu plus visible et public autour de ce lancement, qui permettra aussi à des sociétés nationales, mais aussi éventuellement des externes, à venir discuter avec nous. Merci beaucoup Philippe. Donc du coup, on va pouvoir refaire le lien avec les sociétés nationales. Et d'ailleurs, la dernière question sur le chat porte là-dessus, sur finalement comment les sociétés nationales vont réagir. Caroline, je sais que c'est un nouveau sujet, et on imagine la difficulté pour les Croix-Rouges de travailler concrètement sur cette menace qui est déjà présente. Est-ce qu'il y a déjà une stratégie à la Croix-Rouge française pour le futur, pour travailler sur ce sujet et se protéger? Alors déjà, à la Croix-Rouge, on est absolument convaincu de cette problématique, et une fois de plus, on a placé la recherche et la connaissance scientifique comme vraiment une nécessité pour penser demain. Et pour avancer, le conseil d'administration, qui a été élu donc en juin l'année dernière, a fait d'ailleurs de la recherche, de la mesure d'impact et de l'innovation une priorité de son mandat. Et l'engagement de la Fondation Croix-Rouge française dans ce domaine et dans la création et le développement de la revue y contribue. Et puis nous sommes convaincus que c'est en éclairant l'action que l'on construit durablement, qu'on va construire durablement les solidarités de demain. Par ailleurs, il est essentiel de s'appuyer sur notre grand réseau qui est le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Alors, d'une part, on soutient à 100% le hub et tout ce qu'on pourra faire pour travailler avec le hub et diffuser aussi ce qui sortira du hub, on le fera. Et puis, on est 17 millions de volontaires à travers le monde. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur pourquoi pas en faire aussi un grand réseau de communication. En tout cas, il y a sûrement des choses à voir et à penser. Mais ça, c'est plus, j'allais dire, Philippe qui aujourd'hui travaille sur le sujet. On attend avec impatience de voir comment les uns et les autres on peut contribuer parce que c'est une vraie volonté d'avancer sur le sujet. Merci, merci beaucoup Caroline. Alors c'est vrai que Charlotte, vous nous avez présenté un peu l'état des lieux, toutes les observations qui remontaient et puis vos analyses. Mais c'est vrai que le rapport propose aussi des conclusions, des pistes, des orientations concrètes pour la suite. Là, on est une centaine de personnes entre nous. Quels sont selon vous les 2 ou 3 messages que les acteurs du mouvement, qu'ils soient sur le terrain, dans les sociétés nationales, au niveau institutionnel, devraient absolument retenir et traduire dans leur pratique? Qu'est-ce que vous conseilleriez à Caroline aujourd'hui? Elle vous a donné effectivement déjà ces pistes, mais vous, qu'est-ce qui ressort du rapport et que vous avez envie de partager avec notre audience? Oui, merci. Je pense que le rapport conclut, mais pas être fataliste en face de cet enjeu, cette problématique. Il y a beaucoup de recommandations à suivre, inclus pour construire la résilience nécessaire à ce phénomène. Je pense, pour le message clé, je veux dire, premièrement, traiter l'information préjudiciable comme un enjeu opérationnel majeur et non pas comme un problème de communication. Ça, c'est le premier. Je répète ça parce que c'est vraiment important aujourd'hui. Deuxièmement, investit et renforce durablement la confiance, le trust, comme une ressource stratégique essentielle pour l'action humanitaire. Je pense aujourd'hui, nous assumons qu'il y a une confiance, mais c'est nécessaire de vraiment réétablir cette confiance dans l'action humanitaire et les acteurs humanitaires. Je veux dire, on a fait 4 recommandations. Troisièmement, je veux dire faire que cette communauté est de partenaires centraux de la résilience informationnelle parce que c'est essentiel que le bénévole, le volontaire, le réseau local, le mécanisme d'écoute et de retour d'information, ce type de mécanisme, c'est action communautaire, c'est absolument essentiel. Trop souvent, les populations sont vues comme le réceptrice passive de l'information. C'est pas du tout vrai. En réalité, les communautés sont souvent le premier vérificateur. De fait, le premier relais d'information est les acteurs les plus crédibles. Et je pense que c'est ça qui a besoin d'être renforcé. Et le rapport souligne que les réponses les plus efficaces sont celles qui sont construites avec leur communauté et non pas pour eux, pour elles. Et quatrièmement, et puis ça renforce le message qui a été donné par Philippe, renforce la capacité à surveiller et comprendre l'environnement informationnel. En ligne comme hors ligne, cela signifie non seulement détecter les informations préjudiciables, mais aussi documenter systématiquement le préjudice de harms. Mais c'est vrai, il n'y a pas un mot qui vraiment répond l'impact qu'il cause aux populations impactées par une crise, mais aussi aux opérations humanitaires. Et cette compréhension est essentielle pour 3 raisons. Elle permet de mieux gérer le risque opérationnel. Elle fournit les preuves, l'évidence nécessaire pour dialoguer avec le décideur public, les influenceurs politiques, le gouvernement, les acteurs qui sont impliqués. Et puis, elle renforce la capacité du mouvement d'engager un dialogue crédible avec le gouvernement, les plateformes numériques et des autres acteurs de l'écosystème informationnel. Nous ne pouvons pas gérer ce que nous ne comprenons pas. Et c'est vraiment essentiel de faire cette compréhension de la problématique et puis d'avoir vraiment une documentation de toute la problématique de l'information préjudiciable pour vraiment fournir cette évidence et puis mieux surveiller l'environnement informationnel, mieux documenter ses impacts, doit devenir une composante
essentiel dans l'analyse humanitaire, dans le même que l'analyse de besoins de la population impactée par une crise, de risque ou de vulnérabilité. Je pense que c'est ce type de message qui est vraiment essentiel. Et si je peux juste donner un dernier message autour qui traverse tout le rapport, c'est le principe de l'humanité, de l'impartialité, de neutralité, de l'indépendance doivent aussi être protégés dans l'environnement informationnel. Aujourd'hui, la campagne informationnelle préjudiciable vise vraiment directement la légitimité et la neutralité des acteurs humanitaires. Et cette problématique besoin d'être réalisée. Et puis, nous avons besoin d'avoir une action, de combattre ces problématiques dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, Charlotte, pour ces pistes. Alors pour harm, on utilise beaucoup le mot. Il est pas prononcé, c'est étrange parce que do no harm, c'est ne pas nuire. Il y a le mot nuisible aussi qui peut être utilisé, qui existe en français et qui peut peut-être aussi aider puisqu'on travaille beaucoup dans notre secteur et avec les principes sur les questions éthiques et sur le ne pas nuire, do no harm, notamment sur les enjeux numériques. Anissé, on avait dit qu'on reviendrait avec vous pour approfondir un petit peu parce que c'est vrai, c'est important que notre audience comprenne bien. Aussi, quelque part, les financeurs de l'aide, il y a quelques messages sur le chat sur l'importance de financer la recherche. Et c'est vrai que comme l'aide humanitaire, c'est pas non plus évident de financer la recherche. Donc, pourriez-vous nous préciser un peu la manière dont la science peut contribuer à la lutte contre les informations préjudiciables? Peut-être un peu plus nous parler des méthodes. Est-ce que c'est un travail, quand vous travaillez sur cette désinformation, vous parliez beaucoup des outils, des téléphones portables. Qu'est-ce que fait le chercheur concrètement? Est-ce que c'est un travail à partir de données qui existent déjà? Est-ce que vous allez interroger les populations? On parle des communautés comme les plus informées aussi. Est-ce que vous allez parler avec elles? Est-ce que vous êtes tout le temps en ligne à explorer les réseaux sociaux ou les trois à la fois? Et puis, finalement, on se demande, Philippe, vous parliez de l'impact et d'un préjudice subi, est-ce qu'il est finalement possible pour un chercheur d'établir un lien de causalité entre une rumeur qui circule et un impact nuisible ou préjudiciable sur les comportements des populations? C'est vrai que ça ne semble a priori pas facile. Quels conseils pourriez-vous donner à des organisations comme la Croix-Rouge pour faciliter le travail des chercheurs? Alors, je sais que c'est 1000 questions en une, mais répondez comme vous le souhaitez. Merci Virginie, merci pour la question. Elle est très pertinente, très intéressante parce que, en effet, ce qui est vu par le grand public, parfois, ce sont les entretiens et puis voilà. Et souvent dans le milieu, c'est les rapports qu'on rédige. Donc finalement, on se demande comment on travaille. Est-ce que peut-être c'est si évident d'aller faire les entretiens? Mais les chercheurs en sciences sociales, ce sont des chercheurs qui sont formés comme ceux qui cherchent du pétrole, comme les pilotes d'avion. Donc, c'est vraiment une discipline assez rigoureuse. Et ça ne se limite pas qu'aux entretiens individuels et au focus group à la rédaction des rapports. Ce que nous voyons dans ces cas-là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg de ce que les chercheurs en sciences sociales font comme boulot. Le travail en sciences sociales, comme vous le savez, déjà, il part d'une question de départ. Et la question de départ en sciences sociales, elle doit obéir donc à des critères non seulement de clarté, de faisabilité et de pertinence. Donc, on choisit un sujet en sciences sociales sur lequel travailler dans le cadre, par exemple, de la rumeur. Comment adresser cette question? Au départ, il faut que cette question soit vraiment claire dans notre esprit, que ce soit faisable et pertinent. Ensuite, une étape qui est très importante quand on est chercheur en sciences sociales, qu'on travaille sur des questions liées à la désinformation, aux rumeurs, aux épidémies, aux catastrophes de façon plus générale, c'est d'abord la revue de la littérature. Un chercheur, avant de travailler sur un espace géographique donné ou dans une situation donnée, il va faire une revue de la littérature pour savoir quel est l'existant, qu'est-ce qu'on sait sur la question et qu'est-ce qu'on devrait savoir. Il faut faire le point de la littérature et procéder déjà par des entretiens exploratoires pour mieux calibrer non seulement sa problématique, construire ses hypothèses et ensuite peaufiner sa méthodologie de travail en fonction d'elle. Donc, cette méthodologie de travail consiste à quoi? Elle consiste à définir et justifier, il faut que j'insiste dessus, il faut vraiment que ce soit clair, justifier le cadre conceptuel de l'étude, les sites
si vous voulez, le terrain que vous allez étudier, pourquoi vous allez étudier ce terrain, quelle est la cible, quels sont les critères d'inclusion et d'exclusion, quel est le type d'entretien que vous décidez de faire si vous voulez faire des entretiens de terrain. Et il y a un aspect qui est très important, ce sont les considérations éthiques. Parce que on travaille sur des questions un peu sensibles qui concernent des personnes qui parfois ont des... si vous travaillez sur des personnes vivant avec le VIH-Sida, si vous travaillez sur ce genre de questions, il y a des paramètres éthiques qui sont très importants que vous devez prendre en compte. Et puis, voilà. Donc, c'est très important. Ensuite, vous parlez tantôt de la recherche des données. Donc, la recherche des données, ce que est pour les scientifiques l'observation en laboratoire. Donc, cette recherche de données, elle a plusieurs tentacules. On a les entretiens, bien entendu, qui sont les entretiens avec les personnes ressources, avec les cibles que nous avons définies. Mais de plus en plus, pour ces questions liées aux rumeurs, liées à la désinformation, il y a une veille numérique importante à faire. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les sites, savoir quels sont les canaux de diffusion, quelles sont les populations qui sont à peu près touchées, quels sont les sujets sur lesquels il y a plus de réactions ou pas. Donc là, il y a un travail à la fois quali et quanti à faire pour croiser les données, pour savoir dans un pays X, comme par exemple, chez moi, je peux me permettre de prendre le cas de la Côte d'Ivoire. S'il y a une situation, je pourrais me dire quels sont les sites sur lesquels, par exemple, ou bien les forages sur lesquels la population en général mène des débats et à quel moment le sujet est revenu, quels sont, on essaie de voir, de dresser un graphique pour savoir le sujet est revenu combien de fois dans les discussions, ça a touché combien de personnes, quelles ont été les réactions. Donc, il y a un gros travail de collecte et de dépouillement à faire à ce niveau-là pour ne pas aboutir à des conclusions un peu hâtives. Et puis ensuite, il y a la collecte donc, de la presse écrite, bien entendu sur papier, mais vous avez la presse en ligne, vous avez la presse audiovisuelle qui permettent de diversifier pardon, les sources. Et pour moi qui suis historien, bon, ouais, c'est très important pour moi également de jeter un coup d'œil aux archives. Moi, j'estime que loin d'être un handicap, parce que en tant qu'historien, on se dirait que ma place, c'est plutôt dans les archives que d'être en train de faire un travail anthropologique ou sociologique. Mais en tant qu'historien, l'avantage que cela me donne des archives, c'est de comprendre la situation en profondeur, parce que sur certaines situations qui se produisent dans le cadre de la désinformation ou des violences, il y a parfois, je dis un truc comme ça, peut-être un contentieux colonial mal soldé, qui peut être une situation qui remonte même à la situation coloniale, c'est-à-dire aux luttes contre les épidémies, à la perception de la vaccination forcée dans la lutte contre les grandes épidémies coloniales, et les populations ont gardé en elles, ont gardé en mémoire ces situations où elles étaient vaccinées de force. Toutes ces situations peuvent, si vous voulez, une campagne de vaccination assortie peut-être de menaces en griffe, de mise en garde. Vous avez eu le débat sur la vaccination contre la COVID-19, peut faire naître en fait le sentiment qu'on veut nous ramener à une telle époque. Donc, ça peut braquer les populations. C'est pour cela que, il est très important pour nous de mener toutes ces recherches-là. Après cette étape, vous avez également donc l'anonymisation des données et le traitement pour aboutir finalement à la rédaction du rapport. Donc, c'est un travail colossal pour lequel il faut véritablement être formé. Et pour prendre un exemple assez rapidement, il y a 2 jours, j'ai discuté avec mon étudiant qui travaille sur les représentations de la lèpre chez les Atis, c'est un peuple au sud-est de la Côte d'Ivoire, et qui m'expliquait qu'il a des difficultés pour discuter avec les malades qui se referment. Et quand on a fait le point, et je lui ai dit qu'il se comportait comme un collecteur d'impôts et que ça ne pouvait pas marcher, parce que les populations, les malades, derrière les informations qu'on recherche, derrière les entretiens, derrière les chiffres, derrière les graphiques, il y a des individus en chair et en os qui souffrent d'une situation réelle et d'une maladie, d'une épidémie, et qui sont frappés et donc dont il faut tenir compte et dont il faut valoriser l'idée, enfin, pardon, les croyances, dont il faut valoriser les représentations de la maladie. Ce ne sont pas des individus qu'on vient trouver juste pour faire de la collecte des données. Donc, c'est très important et les sciences sociales permettent, bien entendu, de saisir ça. C'est pourquoi un chercheur peut valablement établir un lien entre des rumeurs et des comportements de population pour répondre à votre second volet de la question. Par exemple, vous avez les rumeurs de complot politique qui engendrent parfois des violences dans certaines mesures. Euh, Quand vous avez, par exemple, l'installation des camps d'isolement, en fonction, on a pu documenter dans certains pays que pendant l'épidémie, soit d'Ebola ou de COVID-19, la construction de certains sites de traitement, ou bien d'isolement et de traitement, a été perçue par la population comme un complot politique à partir du moment où les premiers sites ont été construits, par exemple, dans le fief ou bien dans les bastions des opposants politiques.
Et donc, il y a justement là des réactions qui disent tout de suite que non, pour qu'on construise ce camp dans les villes, ou bien, si vous voulez, dans les bastions des opposants politiques, c'est parce que derrière, il y a un autre projet. Donc, en fait, on peut évidemment, à partir des recherches en sciences sociales, comprendre quels sont les déterminants, si vous voulez, des réactions des populations à partir du moment où, dans de nombreux pays, on assiste par exemple à une politisation outrancière en fait de la vie sociale. Et donc, les rumeurs sur les vaccins, et parfois, même quand c'est pas politiquement connoté, vous avez, par exemple, je prends ce dernier exemple pour terminer et rebondir sur le truc, c'était une rumeur sur les pulvérisateurs du chlore pendant les épidémies. Quand il y a des épidémies d'Ebola, on utilise une sorte de pulvérisateur au chlore pour désinfecter. Et les populations sont toujours, enfin en général, au départ, elles s'opposent à ce qu'il y ait une désinfection au chlore. Mais quand on essaie de creuser la question, on comprend bien que depuis que la population a connu cet instrument a servi pour des produits plus ou moins toxiques qui permettaient de tuer ce sont des herbicides en réalité qui leur permettaient de tuer les mauvaises herbes dans leur champ. Donc, elles connaissent cet instrument comme servant à transporter un liquide potentiellement dangereux qui permet d'enlever les mauvaises herbes dans les champs. Du jour au lendemain, on leur propose cet outil comme un outil magique qui va vous désinfecter et qui va vous débarrasser des virus dans votre maison. Il est bien entendu évident que les populations prennent cela comme un alibi pour les contaminer. Donc, sur ce plan, il y a de nombreuses recherches qui montrent comment il est possible d'établir un lien euh, soit immédiat, soit de petits morceaux qui permettent de remonter le temps et qui permettent d'expliquer pourquoi cette population réagit particulièrement de façon violente à tel procédé de lutte et pourquoi tel autre peut-être l'accepte. Enfin, sur le dernier volet de la question, sur qu'est-ce qu'on peut faire, moi, on n'a pas de recette toute faite, mais ce qu'on pourrait dire, c'est le plaidoyer qu'on fait. Généralement, c'est de s'engager dans un processus de co-construction des réponses entre les acteurs opérationnels et les chercheurs. Donc, en acceptant, bien entendu, de réfléchir sur les questions, mais aussi d'être plus regardant. Il ne s'agit pas pour les uns et les autres d'empiéter sur les prérogatives opérationnelles scientifiques, soit des opérateurs humanitaires ou des chercheurs en sciences sociales, mais d'aller dans une logique de co-construction des réponses en s'appuyant bien sûr sur ce que les recherches nous permettent de comprendre et l'expérience de la recherche. C'est dans tout sens que moi je félicite la Fondation Croix-Rouge française et la Croix-Rouge française qui ont produit un document très intéressant et qui s'appelle Répondre à une épidémie d'Ebola. Et c'est un document qui a capitalisé l'intervention de la Croix-Rouge française dans le cadre de l'épidémie d'Ebola et qui aujourd'hui a permis de comprendre. Il y a eu des séminaires qui ont été organisés à Paris pour débriefer sur tout ce qui s'est passé, qui permet aujourd'hui à la Croix-Rouge française, et je le crois fermement, d'être mieux outillée à répondre à une épidémie d'Ebola avec plus d'efficacité un peu partout. Je vous remercie. Voilà. Merci Anissa, et c'est vrai que comme on a un séminaire francophone, on avait la question dans le chat sur le fait de soutenir par exemple les jeunes chercheurs et c'est ce qu'on a fait parce qu'il y a des chercheurs qui font un travail très difficile d'ailleurs de terrain sur les questions que vous évoquiez. On peut citer Julienne Anoco est beaucoup plus confirmée, mais depuis très longtemps elle fait un travail très fin de travail en interrogeant les communautés. Firmin Kra, qui est un collègue ivoirien qui était finalement à sa sortie de thèse quasiment un des rares spécialistes sur la question des enterrements sécurisés. On peut citer les travaux des anthropologues Vinky Nguyen, Guillaume Lachenal sur la question de la vision longue des épidémies, des représentations, etc. Donc voilà, enfin c'est aussi pour donner des pistes parce que au niveau de la lecture sur ces sujets, il y a beaucoup de choses. J'ai juste une petite question, Anicet. L'IA nous prend de court, nous fait souvent peur, mais est-ce que l'IA aide les chercheurs à traiter plus rapidement des informations et dans vos méthodes, est-ce que l'IA vous aide à aller plus vite sur, par exemple, les données qualitatives sur ces sujets-là et ça va nous aider, nous, dans l'urgence, peut-être à travailler en 2 secondes? Oui, bien entendu, oui, bien entendu. Je crois que j'ai parlé tout à l'heure peut-être des effets pervers de l'IA, mais c'est un outil magnifique, magnifique qui nous permet. Tout à l'heure, j'ai parlé des données sur les réseaux sociaux qu'il faut collecter, qu'il faut quantifier, qu'il faut croiser
pour comprendre, mais c'est un exercice assez laborieux, assez difficile, qui aujourd'hui est facilité par l'IA, qui peut nous permettre, bien entendu, de comprendre quelles sont les constantes qui reviennent de façon générale dans les discussions, qu'est-ce qu'elle dit. Donc, l'IA est un formidable instrument, quoique potentiellement, enfin, c'est un peu comme une arme à feu qui peut protéger, qui sert à protéger l'individu, la nation, et en même temps peut servir pour un crime. Donc, c'est à nous d'utiliser l'IA à notre avantage, bien entendu, en tant que chercheurs, pour également aller plus vite dans la collecte des données, dans le traitement de données également, et pour avoir quand même des réponses qui collent à la réalité du terrain. Merci beaucoup, Anissé. Philippe, je pense que vous avez été en lien avec toutes les éléments donnés par Charlotte, Anissé et puis Caroline. Alors, je sais que le hub en est à ses débuts, mais vous travaillez depuis longtemps sur le sujet. Où est-ce que finalement, quels outils vous envisagez pour agir? Est-ce que vous pensez que le hub pourra avoir vocation à devenir une sorte d'observatoire ou plutôt un incubateur de solutions pour faire face à cette vague de plus en plus préjudiciable de désinformation? En termes de développement, est-ce que vous avez déjà des idées ou est-ce que c'est trop prématuré pour en parler? Comme on a la chance d'être en exclusivité aujourd'hui, vous avez peut-être des choses à nous révéler. Oui, alors ça va pas faire la une des médias, enfin heureusement d'ailleurs, parce que je suis pas sûr qu'on cherche absolument de la lumière au-delà du mouvement, parce que l'objectif principal, il est effectivement d'équiper le mouvement à pouvoir gérer, et j'insiste, en anglais on dit le mot cope, pouvoir gérer ce phénomène. C'est pas le mouvement qui va permettre de trouver une réponse magique à ce phénomène qui dépasse largement le cadre humanitaire. Anissé l'a très bien illustré. Je pense que c'est un phénomène qui est beaucoup plus large que cette question-là. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est vraiment essayer de trouver c'est une plateforme qui va permettre d'être aussi opérationnel que possible, permettre aux gens qui sont sur le terrain à trouver des solutions, à l'autre côté du spectre, à quelque chose d'un instrument diplomatique qui permettrait d'adresser des questions à un niveau Nations Unies, etc. Et ça, c'est vraiment, je pense, assez représentatif de ce qu'est le mouvement. Le mouvement est aussi bien ancré dans des communautés, dans des petites villes, dans des petits villages, mais aussi bien représenté à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies ou au sein de la Conférence internationale des Croix-Rouges, Croissants-Rouges. Donc, j'ai la chance d'hériter un travail qui a été fait par un groupe d'experts et d'expertes. J'ai vu qu'il y avait notre collègue Heather Lezon, qui vient de rejoindre la Croix-Rouge canadienne, qui avait travaillé sur cette approche très holistique. Et en fait, on a un petit cadre qui est défini en 4 approches différentes qui permettraient de répondre à ces questions de manière assez spécifique en ayant un peu de recul, et ça va être mon rôle, enfin je le vois comme ça, de permettre d'orchestrer un peu toutes ces différentes réponses. Il y a un premier besoin qui a été identifié, c'est la question de la coordination, de la gestion de crise. Donc, au moment où on a cette nouvelle crise d'Ebola, mais aussi d'autres choses, comment est-ce que le mouvement peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut être sûr que les bons messages clés sont partagés à travers tout le monde? Est-ce qu'on a des outils qui permettent d'anticiper les choses? Donc, on a un petit cadre qui avait été défini sur l'importance de prépositionner, anticiper ces questions-là. Donc, comment est-ce qu'on comprend l'environnement informationnel d'un contexte? Il y a une dimension aussi qu'on n'a pas tellement mentionnée pour la question de la confiance. On a parlé de transparence, mais pour moi, il s'agit aussi d'être dans la prévisibilité. Pour avoir vécu ça, à un moment ou l'autre, dans une situation de crise, on pense que la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge va résoudre tous les problèmes du monde. Il y a aussi cette dimension-là où on va décevoir des gens. Et anticiper cette dimension-là pour être sûr que oui, on va aider, mais ce n'est pas nous qui allons résoudre malheureusement tous les problèmes. Donc, la question de la prévisibilité. Donc, poser le cadre, être certain que quand on arrive dans une crise, on est déjà bien équipé. Après, il y a la question de la détection.
Ça a été mentionné auparavant. Il y a des outils qui existent et ça va être des choses qu'on va tester. Sur l'intelligence artificielle, il y a des outils intéressants, mais qui fonctionnent super bien en anglais, en français, en espagnol. Dans des langues moins courantes, ça marche pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on pourrait peut-être trouver des solutions qui soient à peu près un peu plus universelles que celles qui existent aujourd'hui? Et ce serait de travailler, par exemple, avec des entreprises ou des instituts de recherche. Il y a la question de l'évaluation, c'est qu'une fois qu'on a détecté l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit comprendre la portée, on doit comprendre la dimension, j'ai mentionné du harm, et là, c'est une question assez importante de voir quelles sont les dimensions qui sont dans le préjudice, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, économiques, sociales et sociétales. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on a déjà eu des petites recherches qui nous permettent de comprendre comment est-ce que, une fois qu'on a compris ce qui se passe, quel pourrait être le type de réponse. Et enfin, justement, le dernier point dans cette approche d'anticipation, détection, évaluation et réponse, c'est aussi le champ des possibles dans les réponses, que ce soit en ligne ou hors ligne, ça a déjà été mentionné, mais que ce soit en direct, dans une dimension diplomatique, dans des questions d'un cadre légal, etc., etc. Et ça va être un point, une fois qu'on aura vraiment mis en place toute cette partie de coordination et de gestion de crise, qu'on va pouvoir dérouler. Ça, c'est vraiment la première grosse priorité. La deuxième, ça, c'est la question de la formation. Et ça, c'est important de se rendre compte qu'il y a un besoin immense. Il n'y a pas de solution magique. Par contre, être bien préparé aide clairement à avoir les bons réflexes, que ce soit au terme des volontaires, bénévoles. Et ça, c'est une population avec laquelle on aimerait beaucoup agir et interagir pour permettre de donner les bons réflexes. Je vous donne juste un petit truc au CICR. On avait à l'époque, si on voyait une information, quelque chose de faux, on faisait une capture d'écran plutôt qu'envoyer le lien. Parce que, évidemment, on envoie le lien et vous avez tout d'un coup 1000, 2000 personnes qui vont cliquer sur ce lien pour voir ce que c'était. Donc, forcément, ça aide les algorithmes à aller plus loin, etc. Voilà. Mais ça, c'est des petites choses comme ça sur la question de l'information. Et on prévoit une nouvelle fois quelque chose d'assez holistique, avec quelque chose pour les bénévoles, pour le staff, quelque chose pour les expertes, et puis aussi quelque chose pour le leadership. Je suis très heureux de voir Caroline dans ce call et qu'elle reste aussi. On sait que le leadership doit donner aussi des moyens. Je pense que là, à la Croix-Rouge française, on est bien couvert, mais il y a quelque chose aussi de se donner, de désacraliser peut-être soit la question des informations préjudiciables, mais aussi des réponses. J'ai très souvent entendu au sein du CICR, genre, oui, mais c'est bon, on n'a pas besoin de répondre, ça va partir. Ou au contraire, il faut juste faire un petit tweet en ligne et puis ça suffit. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça va faire comprendre au leadership cette dimension-là. Donc, il y a des formations qui sont en train d'être mises en place qui permettraient, en théorie, de répondre à ça. Il y a un troisième volet qui est assez intéressant, c'est le lien avec les autres initiatives du mouvement. Vous l'avez mentionné plusieurs fois, ce n'est pas un problème de communication uniquement, il y a beaucoup d'autres aspects. On pense à la santé mentale, donc l'initiative que je ne connais pas en français, Mental Health and Psychosocial Support, qui a un hub aussi avec la Croix-Rouge danoise. Il y a la question de Safer Access Framework, l'engagement communautaire et la redevabilité, etc., etc. Il y a plein d'initiatives qui existent qui ont des liens plus ou moins proches et il s'agira de créer ces ponts, de ne pas réinventer des choses, c'est-à-dire que dans le cadre d'une formation santé mentale, il y aura une dimension comment agir quand on est la cible personnelle ou quand notre compte, par exemple, est pris pour cible parce qu'une personne se retrouve un peu plus visible. Voilà, cette dimension santé mentale devrait être inscrite dans leur cours et inversement, une intervention sur la question de comment s'équiper mieux en termes de santé mentale dans le cours
du hub sur les informations préjudiciables. Et le dernier point, et je finis avec ça, qui est assez important, ça s'appelle l'engagement externe, qui comprend tous les éléments de communication publique, simplement positionner le mouvement, de rendre le mouvement comme acteur légitime. Et ça, je pense que c'est aussi très important sur ces questions de oui, mais pourquoi est-ce que le mouvement parle des questions de désinformation, etc. On sent déjà que c'est quelque chose de contentieux et être un acteur légitime est très important pour amener, pour moi, la question du préjudice. Je vais m'en rappeler, je vais citer Henri Dunant, je suis désolé, ça fait très longtemps, mais je trouvais que l'approche de se dire, si on ne montre pas les conséquences de le fait qu'un prisonnier de guerre soit torturé, si on n'explique pas pourquoi une personne qui a faim souffre. Tout au long de l'évolution du droit international humanitaire, mais tous les différents droits que le mouvement a réussi à faire passer étaient vraiment basés sur des questions d'évidence et de dire c'est ça le problème. Si on continue à parler un peu dans le vide, malheureusement, on n'arrivera pas à grand-chose. Donc, la question de la recherche sera très importante, que ce soit en sciences sociales. J'adorerais faire une étude en psychologie sociale pour comprendre comment les gens se comportent en fonction de certaines rumeurs dans une type de population, mais aussi un peu technologique, comme j'ai dit. Est-ce qu'il y a des outils d'IA qui permettent de détecter des discours de haine en avance et puis permettre éventuellement d'être un peu plus rapide dans l'anticipation et la détection? Et enfin, c'est tout ce volet de lobbying, pour reprendre un mot très francophone, de dire il faudra qu'on trouve un moyen pour que le mouvement amène cette question à un niveau politique, à un niveau diplomatique. Il y a déjà une ambition, et pour ceux ou celles qui connaissent un peu la manière dont le mouvement fonctionne, cet hiver, en décembre, à Genève, il y a une grosse conférence des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, le Conseil des délégués. Il y a une résolution, donc il y a l'idée d'avoir quelque chose qui soit discuté sur ce sujet-là, avec une ambition pour 2028, une présentation d'un texte. On n'a pas encore l'idée de la substance, mais ça nous donne à peu près 2 ans et demi pour réfléchir à ça, auprès des États signataires des conventions de Genève, une résolution à la conférence internationale pour mettre en avant cette question-là, et on sent déjà que ça va être autour de la question du respect d'une action de principe. Voilà, je suis désolé, c'était un peu long, mais comme vous voyez, c'est passionnant et qu'on ne peut pas ne pas être porté par ces questions-là. On sait que ça fait partie d'un tout et on espère vraiment trouver ces idées, ces solutions, et on compte vraiment sur la solidarité du mouvement, le fait qu'il y ait des expertises à droite et à gauche qui permettent de rendre des solutions assez tangibles pour tout le monde. Merci beaucoup Philippe pour votre intervention très très engagée, et puis aussi de rappeler que finalement pour un acteur comme le mouvement qui finalement produit des normes internationales, ça peut pas être détaché des expertises, de la recherche, de l'observation, du fait, de l'étude du fait qui va autour des normes qu'on produit, et c'est ce que font les organisations internationales. Elles produisent des normes et de l'expertise. Donc là on a un sujet, c'est vrai, essentiel. Peut-être une piste, mais là ça vient spontanément parce que les chercheurs aussi produisent leur plateforme sur la désinformation. On a, ça c'est aussi pour notre audience francophone, l'Institut Convergence Migration rassemble environ 700 chercheurs sur les migrations. C'est un des plus gros réseaux de chercheurs sur les migrations. À travers ces dynamiques et ces échanges entre chercheurs est née une initiative qui s'appelle Désinfox Migration pour sans arrêt travailler sur la question de l'information nuisible ou la désinformation. Et ce sont des initiatives qui viennent des chercheurs, donc ce sera intéressant peut-être d'échanger entre eux. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train de naître aussi issues du monde de la recherche sur la question du climat et de l'environnement. Nous, effectivement, là, si on parle, on a beaucoup parlé de santé, mais sur la question de la GRC, on a travaillé, nous, sur des recherches sur la perception du risque et sur les catastrophes liées aux aléas
aléas climatiques extrêmes, etc. Et c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup à faire, puisqu'il y a parfois un grand écart entre ce qui peut arriver, les perceptions, les représentations, ce que les réseaux peuvent en dire, la désinformation, et puis les réponses attendues pour se protéger, voilà, ou mettre en place la solidarité. Je vous remercie beaucoup. On va pouvoir parler à une séance un peu plus interactive. On a une audience qui pose plein de questions. Donc, je pense que Vincent et Louise n'ont pas chômé en coulisses pour travailler sur ces questions. Donc, Louise et Vincent, merci de nous rejoindre. On a vu que le chat était assez effervescent sur ce sujet qui nous concerne tous. Je vais vous laisser la parole pour animer cette session à partir des questions de notre public. Merci Virginie. Beaucoup de réactions, de commentaires, mais aussi de questions que j'ai regroupées un petit peu en 3 groupes. Il y avait vraiment des commentaires, des questions qui faisaient vraiment écho à un besoin de connaissance sur les rumeurs. Une question pour Anissé: observe-t-on des mécanismes récurrents dans la circulation des rumeurs à travers les différentes crises? Ou une autre question: quels enseignements ont été tirés des interventions récentes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors des crises récentes et en cours? Bref, ça fait écho à un besoin sans doute de connaissances et de capitalisation aussi de ces connaissances sur ces enjeux-là et la nécessité de partager les résultats d'une telle démarche. Donc un besoin de connaissances sur les rumeurs, ensuite des questions qui font écho à qu'est-ce qu'on peut faire, hein, une question pour tous les intervenants. Si vous deviez identifier une action prioritaire pour renforcer la résilience des populations face à la désinformation lors des crises, laquelle serait-elle? Voilà, si vous deviez en retenir qu'une seule. Et puis une question aussi qui fait écho à l'intervention de Caroline. Quelles mesures la Croix-Rouge française peut-elle adopter pour prévenir et atténuer l'impact des rumeurs sur ces interventions et sur la confiance des communautés bénéficiaires? Et puis enfin le comment faire. Une question notamment pour Philippe. Selon toi, comment concilier lutte contre la désinformation et respect de la liberté d'expression? Donc voilà un petit peu en synthèse les principales remarques et questions qui ont été laissées dans le fil de discussion du Zoom. Je ne sais pas si vous souhaitez déjà, peut-être Philippe ou les autres, réagir peut-être à ces questions-là. Je prends volontiers la parole vu que Vincent me nomme. Je vais commencer par la dernière. Il ne s'agira pas pour nous de lutter contre la désinformation. Ça, c'est l'élément très clair. Je l'ai mentionné un petit peu au début. On ne veut pas rentrer dans un débat politique. On sait que c'est hyper toxique selon les contextes, selon les endroits où on va se retrouver, les pays. Il y a des compréhensions à géométrie variable. C'est pour ça qu'on insiste très souvent de dire c'est pas nous qui disons la vérité, mais laissez-nous travailler, laissez-nous faire notre travail. La question de fond en tant que telle, elle est de la confiance envers les organisations du mouvement, laisser faire notre travail. Il y a une dimension un peu, quand il s'agit d'une crise sanitaire, où évidemment on va se retrouver potentiellement en porte-à-faux avec des rumeurs, ou comme l'a mentionné Anicette, qui sont des croyances ou des choses comme ça. Ça existe partout. Il va falloir trouver l'équilibre entre faire cette dimension-là d'informer au mieux les populations sur ce qui est bien pour elles et qu'est-ce qui est dangereux pour elles. Mais en même temps, il ne s'agira pas de rentrer dans ce cadre qui est la guerre informationnelle. Pour vous donner un exemple de quelque chose sur lequel on est très prudent, l'Union européenne et quelques États parlent d'un acronyme qui s'appelle FIMI, Foreign Interference and Manipulation of Information. On veut se tenir assez éloigné de cette dimension-là parce que pour nous, c'est vraiment tout d'un coup du contre-espionnage, de la contre-information, etc. C'est pas à nous de jouer un rôle là-dedans, mais à nous d'essayer d'avoir un espace suffisamment grand pour que, d'une part, on puisse travailler comme on veut et apporter les solutions aux problèmes auxquels font face les populations qu'on doit aider. Et en lien avec ça, c'est aussi assez dangereux sur la question de
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter la résilience des populations, je ne pense pas que le mouvement soit mandaté vraiment pour travailler sur des questions de et désolé pour les anglicismes une nouvelle fois, l'éducation aux médias literacy, comme on appelle ça en anglais. Je ne suis pas certain que ce soit absolument le mouvement son rôle. Après, peut-être certaines sociétés nationales ont un mandat de la part de l'État, mais une nouvelle fois, on va rentrer dans un discours très politique. Je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé ces dernières années et ces derniers mois de l'autre côté de l'Atlantique. Toutes ces organisations ont été décommissionnées, des centres de recherche, notamment assez pointus, n'ont plus de soutien financier, etc. Il ne s'agit pas, nous, en tant qu'humanitaires, d'amener de la médialittératie. Par contre, la question de faire prendre part aux activités les populations, c'est pas tout à fait français ce que je viens de dire, mais faire participer les populations à nos activités dans le cadre de l'action redevable et l'engagement communautaire, clairement. Et je pense que c'est à travers un lien indirect qu'on va permettre aux populations de comprendre quelle est notre action, d'être prévisible, et bien ensuite trouver les bonnes informations au bon endroit. On va laisser les gens libres de penser ce qu'ils veulent, c'est pas au mouvement de travailler sur cette dimension-là. Merci Philippe. Je vois Charlotte qui lève la main. Justement, là, je rebondis juste sur le dernier point parce que c'était un point que je voulais éventuellement évoquer, qui avait été soulevé dans le numéro 29 de la revue Alternative Humanitaire, qui était intitulé Communication, les défis à l'ère des fake news et de la post-vérité. Et une des questions qui avait été posée justement, c'était est-ce que les organisations humanitaires devaient aujourd'hui s'engager davantage dans des partenariats avec des médias ou autres acteurs pour encourager l'esprit critique citoyen en passant par une meilleure éducation aux médias, à l'information éthique. Mais je vois, Philippe, que vous avez déjà répondu, mais pourquoi pas, je laisse la question ouverte pour les autres intervenants. Charlotte, qui avait levé la main, donc pour réagir peut-être aux questions et commentaires laissés par le public. Oui, merci beaucoup et merci pour toutes les questions. Je peux répondre à une question qui est posée à Philippe, en effet, sur la question de la liberté d'expression. Je pense aujourd'hui, le débat met souvent autour de la liberté d'expression, au-delà que l'enjeu déterminant aujourd'hui, c'est plutôt la liberté de porter. Parce que aujourd'hui, ça c'est en anglais, freedom of speech and freedom of reach. Et puis aujourd'hui, la possibilité réelle d'atteindre un public large avec dans l'environnement informationnel façonné par la plateforme, les algorithmes et la dynamique de visibilité, c'est ce qui change beaucoup. Si je vais dans ma ville aujourd'hui et je parle d'un problème, je donne les informations préjudiciables, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'entendent. Mais si je vais dans une plateforme et je dis exactement la même chose, le risque, ça peut être porté vraiment loin, c'est là. Et c'est ça qui a besoin d'être réalisé aujourd'hui. C'est souvent pas la question de liberté d'expression, c'est la liberté de porter. Et c'est ça qui a besoin d'être réalisé. Et puis, il y a les actions concrètes qui peuvent être mises en place pour répondre à ça. Et puis, ça, c'est besoin d'un dialogue avec les acteurs responsables pour la plateforme et tout. Pour mettre en place et visible l'information fiable sur l'action humanitaire. C'est ça que nous demandons aujourd'hui, de vraiment être accent visibilité de cette information dans la plateforme, dans la même façon, et dans la visibilité à l'information préjudiciable. C'est pas logique que ça, ils ont plus de visibilité que l'information fiable. C'est ça qui a besoin de changer. Ça, c'est quelque chose de concret que nous pouvons faire. Et puis l'autre, je vais juste donner une autre réponse à quelle est l'action concrète, formation. Je pense formation vraiment de le personnel et le volontaire aujourd'hui de le risque et le protocole de réponse contre l'information préjudiciable. Souvent, nous avons un engagement ou une communication centralisée, mais en réalité, le bénévole, le volontaire, ils ont déjà dans l'action, ils reçoivent le menace, mais ils reçoivent aussi il peut identifier l'information préjudiciable et puis il peut répondre. Et puis c'est ça aujourd'hui que nous avons besoin d'adapter, d'être un peu plus réaliste. Qui
qui communiquent aujourd'hui en réel temps avec, dans l'action humanitaire. Merci. Merci Charlotte. Caroline, peut-être, il y avait beaucoup de points, mais peut-être voilà le point sur lequel vous voulez peut-être réagir. Oui, oui, après, merci. En tout cas, c'est un séminaire très riche et je trouve que, enfin, en tout cas, les questions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'impact. Après, je pense que la formation, Charlotte le disait, la formation est une chose, mais aussi, c'est d'avoir un système de veille au sein de nos associations, en tout cas de nos entités, pour pouvoir réagir très vite. Alors, je sais que nous, on met en place un système de veille et dès lors où on a des infos qui pourrait être de la désinformation, on a des moyens d'informer notre réseau bénévoles et salariés, nos réseaux de volontaires, parce que effectivement, entre les 82 000 bénévoles, les 18 000 salariés, tous nos apprenants, on peut envoyer rapidement une info en disant voilà comment réagir pour éviter qu'il y ait trop d'impact, c'est-à-dire qu'ils ont la réponse quand ils sont à un moment donné impactés. Et puis quand on en est au stade de plus la crise, parce que l'information est vraiment très grave, ben voilà, nous on a des systèmes de cellules de crise dans lesquelles on réagit tout de suite, on voit ce qu'on fait, et derrière on prend action, soit en termes de communication, soit en termes juridiques, soit en termes voilà. Après l'impact, malheureusement souvent quand la rumeur est partie, elle peut avoir des dégâts, mais plus vite on informe et plus vite on informe sur quoi répondre et comment se positionner, le mieux c'est. Après, on a tout un réseau aussi, et ça répond, j'ai vu Stéphane qui avait posé une question, comment on peut informer le réseau. Aujourd'hui, on a aussi tout un système de réseau de personnes en charge de communication dans les territoires, et ça nous permet là aussi de contacter très vite pour qu'ils puissent faire relayer des communiqués de presse s'il y a besoin, des informations dans la presse, les presses locales, etc. Donc tout ça, je pense que c'est en tout cas le principal, c'est de veiller et de pouvoir réagir tout de suite parce que lutter contre la désinformation, Philippe l'a dit, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Par contre, dès lors où on a des choses qui courent, il faut tout de suite couper court et en tout cas informer nos volontaires parce que ça, c'est le point le plus prégnant parce que c'est eux qui seront en contact des personnes qu'on accompagne. Merci. Anissé, je te passe la parole pour réagir peut-être sur le point que tu souhaites, parce qu'il y en avait beaucoup suite aux réactions du public. Ton micro est coupé, Anissé. Voilà. Merci, Vincent. Merci. Il y avait une question sur les mécanismes récurrents de circulation des rumeurs à travers les différentes crises. Je crois en 2020, en 2022, si ma mémoire est bonne, oui, 2022, on a publié un ouvrage tiré d'un colloque qui se déroulait à Reims et qui était intitulé Les épidémies au prisme des sciences de l'homme et de la société. De quelle crise les épidémies sont-elles porteuses? De quelle crise les épidémies sont-elles porteuses? Et donc, dans cet ouvrage collectif, j'ai contribué d'un article intitulé Les grandes épidémies postcoloniales et les théories du complot en Afrique subsaharienne. Et donc, je suis parti sur mes études sur trois grandes épidémies postcoloniales, le VIH-Sida, Ebola et la COVID-19, pour essayer de voir quelles sont. Ce sont trois épidémies, si vous voulez, dont on va trouver le patient zéro, ou bien si vous voulez les origines sur trois continents différents. Mais j'ai pu, dans les études, déterminer trois dénominateurs communs des théories du complot qui circulent et qui alimentent les rumeurs. Que ce soit le sida, Ebola, la COVID-19, la grippe aviaire. Je n'ai pas spécialement travaillé sur la grippe aviaire parce qu'elle n'a pas été très violente. Ici, je n'ai pas également travaillé sur un certain nombre d'épidémies, mais à travers seulement ces trois épidémies qui ont véritablement menacé le continent ou qui sont vraiment propagées d'une manière ou d'une autre sur le continent, on a pu déterminer qu'il y a trois théories du complot qui circulent. La première théorie du complot, c'est la théorie de l'âme biologique. Donc, vous avez des théories qui estiment que ces épidémies sont une forme de guerre sans arme à feu, qui sont des virus fabriqués en laboratoire et qui ont un objectif soit de décimer la population ou voilà. En général, vous trouverez que avec le VIH/SIDA, cette théorie s'est appuyée sur le fait que les politiques de planning familial
sont arrivés en Afrique au début des années 80, en même temps que le VIH-Sida, et qui émergeait. Et les politiques de planning familial avaient gravité autour de l'utilisation du préservatif, qui était quand même un instrument assez nouveau pour beaucoup de populations dans des aires culturelles données, qui était un instrument, un objet assez nouveau. Et donc, l'utilisation du préservatif dans un cadre où déjà il y avait des politiques de planning familial qui n'étaient pas très bien acceptées parce que les gens se demandaient mais, pourquoi fallait limiter la naissance à partir du moment où les pays sont sous-peuplés, les pays africains sont sous-peuplés et qu'on vient avec les politiques de planning familial. Et dans la même période, il y a l'irruption du VIH-Sida et la méthode de lutte contre le VIH-Sida, c'est l'utilisation des préservatifs qui sont distribués presque gratuitement et souvent après modique, a alimenté la rumeur de cette théorie du complot dont l'objectif était plus ou moins de réduire la population africaine. Vous arrivez à Ebola et à la COVID-19, vous allez avoir cette même théorie parce que si j'ai bonne mémoire, au moment où la COVID-19 était en train de menacer euh, enfin, plus ou moins faisait des ravages dans le monde et menaçait l'Afrique. Vous avez des discours dans cette même période sur la démographie africaine avec des chefs d'État parfois européens qui disaient que les Africains, les femmes africaines font 9, 10 enfants, c'est pas normal et qu'il va falloir réduire la population. Et donc, quand vous rapportez ce discours au discours du secrétaire général de l'ONU qui, en 2020, en mars 2020, lors d'une interview, si je bonne mémoire, c'est en mars, lors d'une interview sur RFI, affirme que, sur la question de savoir qu'est-ce qui va se passer en Afrique, il affirme que même si la population est trop jeune, il y aura, et je cite, nécessairement des millions de morts. À partir de ce moment, ça s'est propagé comme, si vous voulez, une préméditation pour la population. C'est bien ce qu'on vous voulait. La COVID-19 est une maladie préméditée dont l'objectif est de créer l'épicentre in fine en Afrique. Donc ça alimente cette théorie d'ambactéologie qui est constante dans les différentes épidémies. Ebola, on a bien vu. La deuxième théorie, c'est la théorie du business de la santé. Vous avez cette théorie depuis le VIH-Sida, Ebola, COVID-19, qui vous dit c'est le business des labos pharmaceutiques avec, on a vu le prix des antirétroviraux, les préservatifs, le marché des préservatifs. Avec avec Ebola, on a parlé du business des humanitaires, le business des États. Avec la COVID-19, on a parlé du business de la vaccination. Enfin, on sait très bien ce qui s'est passé. Donc, il y a cette théorie constante du business qui est transversale quand il y a des épidémies. La troisième et dernière théorie que je peux documenter, c'est la théorie la théorie du complot, la théorie de la censure des remèdes africains. Parce que du sida à la COVID-19 en passant par Ebola, vous avez des chercheurs africains qui, pas seulement des tradithérapeutes, mais parfois qui sont des professeurs de médecine, qui sont des chercheurs, des laboratoires, des professeurs comment on dit, de pharmacie, qui ont proposé des remèdes et qui n'ont pas été validés. Il y a des réserves. Ce qu'il dit, il dit que ces doutes-là sont incompréhensibles. Est-ce que si c'était un pays européen qui avait proposé la COVID organique, est-ce qu'on aurait eu les mêmes doutes? Ce propos, c'est pas, il n'a pas lancé cette phrase de façon involontaire. Il sait très bien que cette phrase fait écho du fait que depuis ces grandes épidémies, les Africains, en tout cas une bonne frange de la population, a imaginé, s'imagine qu'il y a une mise en l'index systématique des propositions qui viennent sur le continent et que dans un domaine où l'Afrique veuille se faire entendre, on lui ferme systématiquement la porte. Donc, il y a cette théorie du complot et c'est l'ensemble de ces théories du complot qui anime toutes les autres rumeurs autour qui circulent sur, si vous voulez, la rumeur d'exploitation des organes, un certain nombre de choses. Donc, voilà un peu, si on part de ces rumeurs qui sont constantes, on peut déjà tenter d'anticiper et de comprendre ce qui pourrait se jouer comme rumeur à l'émergence d'une épidémie. Oui, ben, merci beaucoup pour tout ça, Anissé. J'ai noté une autre question dans le chat de Nora Stenning que vous avez citée tout à l'heure, Philippe.
et qui vous remercie pour la citation et qui en profite pour vous demander si, selon vous, une meilleure définition des préjudices informationnels, c'est-à-dire de ces impacts concrets, bien que contextuels, permettrait éventuellement de pouvoir développer des analyses quantitatives et ou qualitatives plus précises et donc des réponses plus adaptées. Donc, il y a cette question-là. Et peut-être une autre question aussi pour Charlotte. On en parlait en introduction, c'est un rapport qui est particulièrement riche et qui comprend près de 100 contributions écrites et plus de 60 praticiens et chercheurs du secteur humanitaire. Est-ce que vous pourriez peut-être en dire un peu plus sur ce processus de contribution? Comment est-ce que vous avez identifié les contributeurs? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Et pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir ce processus de contribution? Alors, je vais répondre, c'est pas parce qu'on est dans un espace où on favorise la recherche et que la Fondation de la Croix-Rouge française travaille sur la recherche, mais j'y crois beaucoup, oui. Je pense que si on n'arrive pas à amener les évidences sur c'est quoi concrètement le type de préjudice ou les conséquences, on n'arrivera pas à trouver en tout cas une solution politique, diplomatique, voire légale. Tant qu'on n'a pas le lien de causalité, je pense qu'on n'arrivera pas à faire bouger beaucoup les lignes. On va faire de la formation, on va faire de la veille, on va réussir à contenir certaines informations. Mais si on veut faire bouger, j'ai vu quelqu'un qui a parlé des plateformes, si on veut faire bouger d'autres institutions qui se sentent pas tellement responsable de ce qui se passe. Charlotte l'a mentionné à quel point les algorithmes mettent en avant les choses qui ne sont pas forcément justes ou qui ne mettent pas en avant les informations du mouvement, par exemple. Ben ça, ce sont des questions qu'on ne pourra pas adresser de manière frontale si on n'arrive pas à avoir des évidences. Il y a un rapport qui a été écrit par l'université de Stanford, qui est malheureusement en anglais, sur la typologie des harms. Je suis vraiment désolé de ne pas trouver de meilleur mot, qui parlait de ces 5 types de préjudices. Charlotte, dans son rapport, en mentionne quelques-uns, et je pense qu'il va falloir vraiment amener des preuves, des évidences. J'ai un exemple de quelque chose qui a un peu fonctionné, qui date d'il y a presque 10 ans, c'était au Myanmar, quand une de ces grandes plateformes a été accusée de ne pas avoir pris la conscience d'appel au génocide ou d'appel à la haine contre un type de population, a dû faire marche arrière, a dû remettre en place quelques barrières internes. On sait aujourd'hui dans quel monde géopolitique on est et ça va être un peu compliqué à revenir au nouveau avec des éléments. Reste que si on ne le fait pas, personne d'autre le fera, d'une part. Et puis après, il faut même anticiper un peu plus loin. Et ça, c'est une de mes petites obsessions, c'est de savoir dans quelle mesure l'information aujourd'hui va être consommée à travers les chatbots comment une information vraie ou une information fausse ou une information manipulée va se retrouver dans les premières lignes d'une question qu'on poserait à un chatbot en disant qu'est-ce que fait la Croix-Rouge française à Gaza, et puis tout d'un coup on a quelque chose où la réponse est genre complice à je ne sais pas quoi, etc. Donc, cette question de comprendre comment l'information va être consommée dans un futur proche, de comprendre comment les algorithmes vont fonctionner, même si je pense que ceux qui créent ces algorithmes ne savent même pas comment, mais essayer de travailler sur des études empiriques, notamment en essayant de comparer des réponses, en essayant de travailler avec des institutions plutôt technologiques cette fois-ci, pour essayer d'anticiper cette question-là. J'ai commencé déjà à réfléchir à cette question-là avec notamment l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et une constatation qui était assez intéressante, je finis par ça. Les longs communiqués de presse que tout le monde déteste, les longs PDF, Frequently Asked Questions, la foire aux questions, ces documents qui étaient vus comme pénibles et ne servant à rien parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, il faut que ce soit raccourci à une vidéo,
sont adorés par ces algorithmes de chatbot. Et en fait, finalement, il y a pas mal d'organisations qui reviennent en arrière et qui commencent à produire ces longs textes parce que, en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'ils apparaissent dans ces chatbots. Donc voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et Charlotte, peut-être sur le processus de contribution, si vous pouvez en dire Oui. quelques mots. Oui, c'était un processus assez court parce que le moment où j'étais engagée jusqu'au le moment de le report, c'était écrit, c'était 5 mois. Et puis là, j'ai eu entretien avec plus que 200 personnes de différentes organisations dans le secteur humanitaire, inclus le mouvement et dans le secteur. Et puis, j'ai sollicité de différentes organisations géographique, expertise, différents types de crises humanitaires. J'ai sollicité la contribution écrite. Mon grand surprise, c'était tellement d'organisations, ils ont répondu. J'avais prévu au début une quarantaine, mais en réalité, 40 contributions, mais en réalité, il y a plus que 100 contributions. Ça s'est dit, les acteurs étaient vraiment pris par cette problématique et veulent absolument contribuer. Et puis, mais avec un but d'avoir les différentes perspectives, différentes régions, les différents niveaux d'expertise, d'expérience, et puis aussi d'avoir la contribution de plus grand nombre d'acteurs du mouvement de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Et puis, juste rejoindre un point de Philippe a dit avant, la typologie de harm, ça c'est quelque chose que j'ai inclus en partie dans le rapport autour d'une typologie. Et puis identifier les différents types de harm. Et puis, avec chaque contribution qui a parlé d'une problématique d'information préjudiciable, j'ai calculé le type de harm, d'impact, effet, c'est où. Et puis, j'ai contacté le contributeur et je me demandé est-ce qu'ils sont d'accord qu'il y a ce type d'impact réel. Et puis, ça s'est aidé de construire une forme de compréhension de le type de harm, type d'impact réel. Et puis, mais il y a une conclusion, c'est besoin d'être définitivement fait pour dans tout le secteur pour contribuer à une récolte d'évidence de l'impact réel. Voilà. Merci. Merci Charlotte. Je crois qu'il nous reste 3 minutes. Donc, on avait, Louise et moi, une autre question parce que c'est un sujet qui a été un petit peu abordé tout à l'heure par Virginie et Anissé, c'est celui de l'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, ça faisait partie aussi du très riche numéro de la revue Alternative Humanitaire sur ces questions-là. Voilà la façon dont les ONG sont amenées aujourd'hui à repenser leur stratégie visuelle, notamment collectivement, à renforcer la transparence, préserver la confiance, sans céder à la simplification ou à l'inauthenticité. Voilà, face au biais de la création, la diffusion d'images générées par l'intelligence artificielle. Il y avait un point, je crois que ça a été un petit peu abordé tout à l'heure, qui était touché du doigt aussi dans ce numéro, c'est que tout ce travail-là, ça pouvait aussi passer par l'implication, la participation des communautés affectées dans les stratégies de visibilité à l'heure du tout numérique, voilà, et le fait de donner davantage la parole aux populations affectées, souvent marginalisées dans le débat public par ailleurs. Voilà, ça pouvait être aussi une autre voie pour lutter contre les biais de l'intelligence artificielle, même si voilà tout ce que disait aussi Anissé sur ses atouts, notamment pour la recherche, sont évidemment pas à négliger. Voilà, je ne sais pas si on aura le temps, Virginie, parce que là il y a besoin de conclure, d'aborder cette question, mais malheureusement, non, mais le webinaire, l'instant recherche continue, donc je pense qu'il y aura des possibilités. C'est notre public vient quasiment de nous donner le mot de la fin, puisqu'on a Gwendoline qui nous dit ce rapport de 420 pages a un bel avenir devant lui. Donc, je souhaite remercier nos 4 intervenants pour la richesse des échanges. Alors c'est vrai que là, ça y est, on a le dialogue, on a des outils là qui sont en construction, on a des données. Tout ça est un chantier qui commence. C'est un chantier qui a besoin
de beaucoup de coopération, d'échanges. Donc, merci de nous avoir donné des pistes, mais aussi des références, que ce soit des références universitaires, des exemples très pratiques, des éclairages. On n'est qu'aux prémices de cette conversation que vous nous avez confirmé comme absolument nécessaire. Donc, qu'un conseil, lisez ce World Disaster Report ou ce rapport mondial sur les catastrophes. N'hésitez pas à le diffuser, c'est en accès libre donc et en plusieurs langues et ça existe en 2 formats. Le format 420 pages, mais il y a aussi quand même, on a pensé à vous, le format en résumé en 60 pages et il est aussi en français et en accès libre. Je vous rappelle aussi que cet événement a été enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube très rapidement, avec l'ensemble d'ailleurs des séminaires et de l'Instant Recherche de la Fondation. Donc merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de l'Instant Recherche. Ce sera sur un tout autre sujet, le sans-abrisme, mais on garde en tête vos sujets sur l'IA et les autres sujets que vous avez pu lancer à travers cette thématique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours via le questionnaire de satisfaction dans le lien et dans le chat. Merci à tous. Ce n'est pas une fin, je crois que là, c'est juste le début. On a beaucoup de pain sur la planche. Un grand merci à tous et on se retrouve prochainement pour continuer cette conversation. Merci, au revoir. Au revoir, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.